Un père a offert son fils à un voleur en échange de ne pas cambrioler la maison. Quelques jours plus tard, le voleur a fait quelque chose qui a choqué le père. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Noah, âgé de seulement 7 ans, savait déjà ce que signifiait la fatigue, pas la fatigue que les autres enfants ressentaient après un après-midi passé à jouer dans le parc, mais une fatigue qui venait de l'âme, qui faisait peser les épaules et traîner les pieds sur le sol. Noah tenait la serpillière avec ses petites mains, frottant vigoureusement la saleté accumulée sur le carrelage de la cuisine. Le chiffon était déjà incrusté et dégageait ses espoirs. Son père, Matthew, était assis sur le canapé du salon, avec un regard critique et une expression de dédain sur le visage. « Pourquoi fais-tu tout si lentement, Noah? Ne peux-tu même pas nettoyer un sol correctement? Même un enfant de 5 ans ferait mieux que ça, » dit Matthew d'une voix chargée de mépris. Il leva ses pieds pour que Noah puisse nettoyer dessous, mais pas avant de renverser du café sur le sol déjà humide. « Regarde, maintenant tu as plus de travail. Voyons si tu apprends à être utile. » Noah sentit des larmes menacer de couler, mais il étouffa son cri. Pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Matthew disait toujours que les larmes étaient pour les faibles et Noah ne voulait pas être une source encore plus grande d'humiliation. Il nettoya le café renversé en essayant de ne pas penser à la fatigue qui agrippait ses petits bras. « J'ai fini de nettoyer la cuisine, papa. Est-ce que je peux aller dans ma chambre maintenant ?» demanda Noah d'une voix basse, presque chuchotante. Il savait que demander quelque chose était dangereux, mais le sol de la chambre, aussi froid et dur qu'il fût, semblait être un refuge comparé au regard perçant de son père. Matthew éclata d'un rire sec et cruel qui résonna dans la maison. « Chambre? Tu appelles ça une chambre? Même un chien ne dormirait pas là-bas. Mais bien sûr, c'est ce que tu mérites. Peut-être que si tu deviens quelqu'un dans la vie, tu pourras avoir un vrai lit, mais tel que tu es maintenant, pas même ça. » Noah baissa la tête, son visage rougissant de honte. Il savait qu'il n'avait pas une chambre comme les autres enfants avec des murs peints et un lit moelleux. L'espace que Matthew appelait une chambre était en réalité un petit garde-manger à l'arrière de la maison. Il n'y avait pas de lit, juste un vieux tapis et une couverture qui ne réchauffait pas suffisamment les nuits froides. Lorsque Noah eut enfin fini ses corvées, il se rendit au garde-manger. Le tapis au sol semblait plus dur que d'habitude, mais il savait qu'il ne servait à rien de se plaindre. Il s'allongea en serrant la fine couverture et en essayant d'ignorer l'odeur de moisi qui imprégnait l'air. En fermant les yeux, il entendit la voix de son père résonner dans la maison. « J'espère que tu te lèveras tôt demain, Noah. Je veux que le salon soit propre avant mon départ et essaie de ne pas te tromper cette fois. Est-ce trop demandé ?» Noah ne répondit pas. Il ferma simplement les yeux plus fort, essayant de s'imaginer dans un meilleur endroit où il n'aurait pas à se battre aussi dur pour être vu comme quelqu'un digne de respect. Mais peu importe combien il essayait, il était difficile de se débarrasser des mots de son père qui le faisaient toujours se sentir petit. Le fils venait à peine de se lever, mais Noah était déjà éveillé. Ses petits doigts agrippaient le chiffon de nettoyage alors qu'il s'agenouillait sur le sol froid du salon. Il savait que Matthew ne tolérerait pas les erreurs. Chaque coin devait être impeccable, sans une seule tâche pour éviter les plaintes. Noah frottait soigneusement, le cœur battant et les yeux vigilants sur chaque détail, mais la précipitation pour tout finir avant que Matthew se lève lui fit manquer une petite particule de poussière sous le canapé. Lorsque Matthew descendit les escaliers, le bruit de ses lourds pas fit que Noah se figea. Il laissa tomber le chiffon sur le sol et regarda son père qui s'approchait avec une tasse de café dans une main et un journal dans l'autre. Matthew balaya la pièce du regard, son visage déjà plissé de mécontentement avant même de parler. « Tu penses que c'est un travail bien fait, Noah? Regarde ça, » dit-il en pointant le coin du canapé où la fine couche de poussière était encore visible. « J'ai dit que je voulais cette maison propre. Tu as une seule responsabilité et tu ne peux même pas bien faire ça. Papa, je suis désolé. J'ai tout nettoyé, je le jure. Je n'ai juste pas vu ce petit coin. Je peux le nettoyer tout de suite, s'il te plaît. » La voix de Noah tremblait et il se leva déjà pour prendre le chiffon. La peur agrippait sa poitrine comme une main invisible, suffocante et implacable. Maintenant, c'est trop tard. Tu dois apprendre que tes erreurs ont des conséquences. Noah, j'en ai assez de tes excuses inutiles. Matthew laissa tomber la tasse de café sur la table et attrapa Noah par le bras, le tirant violemment. Si tu veux vivre comme quelqu'un d'inutile, alors tu apprendras à rester à la place où les inutiles appartiennent. Noah essaya de résister, mais la poigne de Matthew était trop forte.
Il fut traîné à travers les couloirs de la maison jusqu'à la porte du sous-sol. L'obscurité à l'intérieur était presque totale et l'odeur de moisissure envahit les narines de Noah. Dès que Matthew ouvrit la porte, il dit « S'il te plaît, papa, ne me mets pas là-dedans. Je promets que je ferai tout correctement la prochaine fois. Je peux nettoyer ce coin maintenant et je le nettoierai encore si je dois. Ne me laisse juste pas ici. » Des larmes commencèrent enfin à couler sur le visage de Noah, mais Matthew sembla impassible. « Ça suffit, Noah. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu apprennes que je n'accepte pas les échecs. Peut-être que dans l'obscurité, tu auras assez de temps pour réfléchir à ce que signifie faire les choses correctement. » Matthew poussa Noah dans le sous-sol d'un geste brusque et claqua la porte, la verrouillant avec la clé. Le bruit de la serrure tournant résonna comme le tonnerre dans la tête de Noah. Il sentit le sol en béton froid sous ses pieds nus et essaya de s'ajuster à l'obscurité, mais ses yeux ne pouvaient rien voir à part des ombres. L'odeur de moisissure était plus forte, presque suffocante. Noah se recroquevilla dans un coin, serrant ses genoux contre sa poitrine. Le silence du sous-sol n'était brisé que par le son de sa respiration irrégulière et le léger goutte à goutte d'eau venant de quelque part dans le plafond. Il essaya de penser à quelque chose de réconfortant, mais la seule chose qui remplissait son esprit étaient les mots cruels de son père. « Je voulais juste être assez bien », murmura-t-il, les larmes roulant sur son visage sale. « Si j'étais meilleur, peut-être qu'il m'aimerait. Peut-être qu'il arrêterait de me détester autant. » Le temps dans le sous-sol semblait s'étirer, chaque seconde une éternité. Noah essaya de ne pas penser à la faim qui commençait à le ronger ou au froid qui semblait percer sa peau. Il se demandait si Matthew viendrait le chercher ou le laisserait là pendant des jours. L'idée d'être oublié dans cet endroit sombre le fit frissonner encore plus, mais il savait que supplier ou crier serait inutile. Matthew n'écoutait pas les demandes de pardon. Dans le silence du sous-sol, Noah se demanda s'il aurait un jour une chance d'être vraiment aimé. Noah voulait croire que Matthew viendrait le chercher bientôt, mais une partie de lui savait que c'était peu probable. Il avait supplié, crié, mais son père ne s'en souciait pas. Le souvenir du regard froid de Matthew lorsqu'il l'avait enfermé dans le sous-sol fit frissonner le corps de Noah. Il commença à bouger ses orteils nus contre le sol glacé, essayant de se réchauffer, mais le froid semblait plus fort que toute tentative de réconfort. Soudain, il sentit quelque chose frôler sa cheville. Ce fut un contact rapide, mais suffisant pour faire frissonner tout son corps. Il se figea sur place, retenant son souffle, tandis que ses yeux tentaient de percer l'obscurité. Le bruit de petites pattes se précipitant sur le sol atteignit ses oreilles, faisant battre son cœur encore plus vite. Avant qu'il ne puisse réagir, une douleur aiguë déchira sa jambe, comme un couteau perçant sa peau. Il hurla bruyamment, sa voix résonnant contre les murs du sous-sol, tandis qu'il tirait instinctivement sa jambe et la serrait avec ses mains. « Papa! Papa! Aide-moi » Noah cria de nouveau, le désespoir croissant dans sa voix. Il tâtonna sa jambe avec ses petites mains, sentant le sang chaud s'échapper de la morsure. Panique te consumait et il ne savait pas quoi faire pour arrêter le saignement. « Papa, il y a un rat ici. Il m'a mordu. Je suis blessé. S'il te plaît, sors-moi d'ici. » Ses cris étaient forts et remplis de douleur, mais il savait au fond de lui que Matthew ne s'en souciait pas. Pourtant, Noah continua d'appeler à l'aide, espérant, se battant contre la certitude d'être ignoré. En haut, Matthew entendit les cris de son fils en terminant son café. Il ferma les yeux un instant, comme si les supplications d'aide n'étaient que des perturbations à son paisible matin. Nonchalamment, Matthew s'approcha de la radio dans le salon et l'alluma, ajustant le volume pour que la musique étouffe tout son provenant du sous-sol. Une mélodie joyeuse emplit la maison, contrastant cruellement avec le désespoir de Noah. Matthew s'affala sur le canapé, feuilletant le journal et fredonnant en rythme avec la musique, indifférent à la souffrance de son fils. Si crier résolvait quelque chose, le monde serait un meilleur endroit, murmura Matthew avec un sourire froid et satisfait sur le visage. Il tourna la page du journal, ignorant complètement la réalité qui se déroulait sous ses pieds. Pour Matthew, les cris de Noah n'étaient rien d'autre qu'un bruit insignifiant, un détail sans importance dans sa routine quotidienne. Il était déterminé à apprendre une leçon au garçon et rien ne le ferait changer d'avis. Dans le sous-sol, Noah continua de crier et de frapper à la porte avec ses mains, essayant d'attirer l'attention de son père. Sa voix était déjà rauque et sa force commençait à s'épuiser. Il pressa la plaie de sa jambe avec ses mains, essayant d'arrêter le saignement, mais la douleur semblait s'aggraver chaque seconde. « Papa, s'il te plaît, je suis blessé, je ne peux pas rester seul ici, s'il te plaît aide-moi. » Ces mots se transformèrent en sanglots, se mêlant au bruit fort de la musique venant d'en haut.
La musique provenant des étages, Noah réalisa que Matthew avait intentionnellement mis la radio, l'ignorant complètement. Le petit corps de Noah commença à trembler, non seulement à cause du froid, mais aussi du désespoir. Il s'appuya contre le mur, serrant ses genoux contre sa poitrine, tandis que des larmes coulaient sur son visage sale. La douleur de la morsure était insupportable, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était le dédain de son père. « Je voulais juste qu'il m'aide, juste une fois. Je voulais juste qu'il se soucie de moi », murmura-t-il, sa voix presque inaudible, étouffée par le bruit de la radio. Le sous-sol semblait se refermer sur Noah comme une prison inévitable. Il regarda dans l'obscurité devant lui, imaginant si les rats reviendraient. Cette pensée fit tourner son estomac, mais il savait qu'il n'y avait nulle part où courir. Noah essaya de se concentrer sur quelque chose, n'importe quoi qui pourrait le distraire de la douleur et de la peur, mais la réalité était implacable. Il était seul et personne ne viendrait le sauver. Pendant ce temps, Matthew riait bruyamment de quelque chose qu'il avait lu dans le journal, complètement inconscient de l'agonie de Noah. Il tourna le volume de la radio encore plus haut, fredonnant de manière exagérée pour s'assurer qu'il n'entendrait rien venant du sous-sol. Le garçon doit apprendre, peut-être qu'alors il comprendra enfin que la vie n'est pas facile et qu'il n'y a pas de place pour la faiblesse, dit Matthew à voix haute, comme s'il justifiait ses actions à lui-même. Les heures passèrent et Noah resta par terre dans le sous-sol, épuisé et abattu. La douleur dans sa jambe semblait irradier à travers tout son corps et il sentait la fatigue le submerger. Ses yeux se fermèrent involontairement, mais la peur d'être attaqué à nouveau le garda éveillé. « Je souhaite que quelqu'un m'aide, je souhaite que quelqu'un vienne me sortir d'ici », pensa Noah alors que les larmes continuaient de couler. La solitude et le désespoir étaient comme une lourde chaîne le liant à cet endroit où ses cris ne seraient jamais entendus. La porte du sous-sol grinça lorsque Matthew l'ouvrit enfin le lendemain matin. L'odeur de l'humidité et de la saleté envahit ses narines, mais il s'en fichait. Matthew descendit lentement les marches avec un visage sérieux et un regard critique. Dans le coin le plus sombre, Noah était recroquevillé sur le sol, tremblant, les yeux gonflés de larmes, toussant constamment. Le son sec et laborieux de sa toux résonnait dans le sous-sol. Sa jambe était visiblement enflée, la zone autour de la morsure rouge et pulsatile, comme si son propre corps se battait contre quelque chose qu'il ne pouvait surmonter. Matthew, cependant, gardait son expression sévère sans montrer de préoccupation en observant l'état déplorable de son fils. « Debout, Noah. Il est temps de commencer la journée », dit Matthew d'un ton bref et direct, comme si rien ne s'était passé. Il croisa les bras en regardant le garçon essayer de bouger. Noah ouvrit les yeux avec difficulté, toussant de nouveau en essayant de se lever. Sa tête semblait tourner et il sentait son corps lourd, comme si porter son propre poids était un défi impossible. « Papa, je ne peux pas, ma jambe, elle me fait tellement mal et je ne peux pas arrêter de tousser », murmura Noah d'une voix faible et rauque, presque inaudible. Matthew, cependant, ne voulait pas entendre d'excuses. Il fit un pas en avant et tira le garçon par le bras, ignorant les gémissements de douleur. « Noah, tu penses que la vie va s'arrêter juste parce que tu es malade? Tu penses que tu peux te permettre de te reposer? Regarde autour de toi, Noah, tu n'as pas le choix. Tu ferais mieux d'apprendre à surmonter ses faiblesses, » dit Matthew avec une froideur qui semblait trancher l'air. Il traîna le garçon hors du sous-sol et le posa sur le sol de la cuisine où les restes de saleté étaient encore visibles. « Nettoie ça maintenant et je veux que le reste de la maison soit impeccable d'ici la fin de la journée. Pas d'excuses, pas de plaintes. Tu as entendu ce que j'ai dit ?» Matthew finit par regarder le garçon, attendant une réponse. Noah tenait sa jambe enflée d'une main, essayant de s'équilibrer tandis que ses yeux remplis de larmes étaient fixés sur le sol. Il voulait crier, il voulait dire qu'il ne pouvait plus supporter cela, mais il savait que cela ne servirait à rien. Matthew ne s'en souciait pas, il ne s'en était jamais soucié. « Oui, papa, je vais nettoyer », répondit Noah, sa voix s'amenuisant presque au milieu de la toux qui le dominait. Il commença à marcher, traînant sa jambe douloureuse alors qu'il essayait de trouver la force de faire ce qu'on lui ordonnait. Chaque pas semblait être une torture et sa vision devenait floue, mais il continuait parce qu'il savait qu'il n'avait pas le choix. Le chiffon sale que Noah utilisait pour nettoyer la cuisine était trempé d'eau froide et ses petits doigts tremblaient alors qu'il le tenait. Il s'agenouilla sur le sol, ignorant la douleur irradiante de sa jambe, et commença à frotter le sol avec des mouvements lents et maladroits. La sueur coulait sur son front, se mêlant aux larmes qui insistaient pour tomber. Matthew regardait de loin, les bras croisés et une expression sévère sur le visage. « Noah, tu vas passer toute la journée à faire ça? Il y a tellement plus à faire, » dit Matthew d'une voix chargée d'impatience et de mépris. « J'essaie,
Papa, mais mes mains sont faibles. Je ne peux pas tenir le chiffon correctement, répondit Noah, sa voix brisée par l'effort de parler tout en toussant. Matthew ne montra aucune compassion. Si tes mains sont faibles, alors utilise plus de force. Je ne veux pas entendre d'excuses. Noah, je veux des résultats, rétorqua Matthew en se retournant et en quittant la cuisine sans regarder en arrière. Noah serra le chiffon fermement, ignorant les élancements de douleur qui parcouraient ses bras et ses jambes. Il frottait le sol avec détermination, même si chaque mouvement était un effort immense pour son petit corps affaibli. Les heures passèrent et Noah continua de travailler, nettoyant chaque coin de la maison, tandis que Matthew restait indifférent à la détresse de son fils. Le garçon toussait constamment, s'arrêtant de temps en temps pour essayer de reprendre son souffle. La douleur dans sa jambe semblait s'aggraver et l'enflure rendait impossible de supporter du poids dessus. Noah se traîna d'un côté à l'autre, essayant d'ignorer l'odeur de la plaie infectée et la chaleur qui en émanait. Ses pensées étaient confuses, mais une question résonnait dans son esprit: pourquoi fait-il ça pour moi? Pourquoi s'en soucie-t-il pas? À mesure que la nuit commençait à tomber, Noah termina enfin la dernière tâche que Matthew lui avait donnée. Il se traîna jusqu'à un coin du salon où il se laissa tomber sur le sol, épuisé. Sa respiration était lourde et il avait l'impression que le monde tournait autour de lui. Matthew entra dans la pièce et regarda autour de lui, inspectant le travail du garçon. Enfin fini, c'est l'heure. Demain, je veux que tu commences plus tôt et que tu fasses tout ça sans délai, dit Matthew sans même regarder l'état de Noah. Papa, je crois que je vais empirer, ma jambe me fait tellement mal et je ne peux pas arrêter de tousser. S'il te plaît, j'ai juste besoin d'un peu de repos, juste pour aujourd'hui, implora Noah, sa voix pleine de désespoir et de faiblesse. Matthew secoua la tête avec une expression de mépris sur le visage. Repos? Tu penses que le repos est pour des enfants comme toi? Ne me fais pas rire. Noah, la vie est dure et plus tôt tu l'apprendras, mieux ce sera. Maintenant, va te coucher parce que demain sera encore plus dur, répondit Matthew avant de quitter la pièce et d'éteindre les lumières. Noah resta seul dans le noir, les larmes coulant silencieusement sur son visage alors que la douleur et l'épuisement consumaient son corps. Il savait que le lendemain serait pareil, voire pire, mais il n'avait pas la force de se battre. Tout ce qu'il pouvait faire était de s'allonger sur le sol froid et d'essayer de trouver un peu de réconfort dans l'obscurité qui l'enveloppait. Ses pensées étaient un tourbillon de peur, de tristesse et de résignation, tandis que la toux continuait de le ronger la gorge. Noah ferma les yeux, espérant que le sommeil l'emporterait, même si ce n'était que pour quelques heures, loin de ce cauchemar sans fin. Un autre jour, la nuit était silencieuse, comme si les ténèbres elles-mêmes évitaient de témoigner de ce qui allait se passer. Matthew était dans le salon, assis sur le vieux canapé usé, regardant une émission de télévision. Noah, avec un visage pâle et sa jambe encore enflée, était sur le sol à proximité, essayant de se reposer un peu après une autre journée de travail forcé. La toux sèche du garçon résonnait de temps en temps, mais Matthew ne détournait même pas les yeux de l'écran. Pour lui, le son de la toux était aussi commun que le tic-tac d'une horloge. Soudain, le bruit du verre brisé interrompit le silence. Matthew se leva immédiatement, les yeux grands ouverts, tandis que Noah le regardait, effrayé et confus. « Qu'est-ce que c'était » marmonna Noah d'une voix faible et tremblante. Matthew ne répondit pas. Il attrapa simplement un balai qui était appuyé dans un coin et se dirigea vers la cuisine d'où venait le bruit. Là, un homme inconnu, le visage couvert d'un chiffon et un couteau à la main, se tenait près de la fenêtre brisée. Matthew recula mais tenta de rester calme. « Je ne veux pas de problème. Prends ce que tu veux et pars, » dit Matthew d'une voix ferme mais chargée de nervosité. Le voleur rit doucement, s'approchant lentement. « Je veux la télévision, où est-elle » demanda l'homme en pointant le couteau vers Matthew. Noah, qui regardait à travers la porte du salon, sentit son cœur battre la chamade. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme ça et la peur semblait retenir son souffle. Matthew avala difficilement et fit un geste vers le salon. « Elle est juste là. Tu peux la prendre, mais ne touche à rien d'autre, » répondit-il, essayant de paraître courageux, bien que ses mains tremblaient légèrement. Le voleur passa à côté de Matthew et entra dans le salon, examinant la télévision comme s'il choisissait quelque chose de précieux dans un magasin. Noah se recroquevilla dans un coin. « L'appareil est vieux, mais il peut être vendu, » murmura le voleur plus pour lui-même que pour les autres. Matthew, qui observait tout de près, croisa les bras et fronça les sourcils. « Si tu penses que ça ne vaut pas le coup, prends autre chose. »« Tu peux prendre le garçon, » dit Matthew en pointant directement Noah, qui le regardait avec un mélange d'incrédulité et de terreur. Noah ne pouvait pas traiter les mots de son père immédiatement.
Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre s'il avait bien entendu. « Papa, qu'est-ce que tu dis ? » « Je suis ton fils, » murmura Noah, sa voix étranglée par le choc et la douleur. Matthew, cependant, ne détourna pas le regard du voleur. « Il est plus de problème qu'il ne vaut. Il est toujours malade, faible et juste une nuisance. Prends-le avec toi si tu veux, mais laisse la télévision, » insista Matthew comme s'il négociait quelque chose de trivial. Le voleur haussa les sourcils, clairement surpris par la proposition absurde. « Tu es sérieux ? Tu veux que je prenne ton propre fils ? » demanda-t-il, tenant toujours le couteau mais regardant maintenant Matthew avec un mélange de dédain et de curiosité. Matthew haussa les épaules comme si c'était la chose la plus logique au monde. « Il ne m'est d'aucune utilité. Au moins, tu peux en tirer profit ou le vendre. Je veux juste que tu partes sans prendre la télévision, » répondit Matthew avec une froideur qui fit se nouer l'estomac de Noah. Le garçon sentit des larmes couler sur son visage, mais il ne pouvait rien dire. La douleur du rejet semblait plus grande que tout ce qu'il avait jamais affronté auparavant. Le voleur resta silencieux pendant quelques instants, regardant de Matthew à Noah comme s'il essayait de comprendre dans quelle mesure tout cela était réel. Enfin, il laissa échapper un rire amer et secoua la tête. « Tu es un monstre. Je ne prends pas le garçon, je prends la télévision parce qu'au moins, elle ne va pas crier ou pleurer, » dit le voleur avant de déconnecter l'appareil et de le mettre sous son bras. Il jeta un dernier regard à Matthew, maintenant avec un air de dégoût. « Si j'étais lui, je fuirais d'ici le plus vite possible. »« Tu n'es pas un père, tu es une honte », conclut l'homme en quittant par la porte d'entrée avec la télévision. Noah était paralysé, toujours assis par terre, regardant fixement alors que les mots du voleur résonnaient dans son esprit. Matthew, cependant, se contenta de secouer la tête et de marmonner quelque chose au sujet de la perte de la télévision. Il ne regarda même pas Noah qui était là, blessé non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. « Maintenant, nettoie ce sol. Je ne veux pas voir de désordre demain matin, » dit Matthew en quittant la pièce comme si rien ne s'était passé. Noah resta immobile, incapable de croire ce qu'il venait de vivre. Le silence retourna dans la maison, mais à l'intérieur de Noah, quelque chose avait changé pour toujours. Le garçon avait l'impression qu'une partie de lui avait été arrachée, une partie qu'il savait qu'il ne récupérerait jamais. Il pensa à la froideur de son père, à la façon dont Matthew l'avait offert comme s'il était un objet jetable. Pour la première fois, Noah réalisa que, pour Matthew, il n'était rien de plus qu'un fardeau, quelque chose qui pouvait être échangé contre n'importe quoi de plus précieux. Et avec cela, il sentit le poids d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à porter. Noah essuya les larmes de son visage avec le dos de sa main et essaya de se lever, ignorant la douleur dans sa jambe. Il savait qu'il n'y avait aucun intérêt à pleurer parce que rien ne changerait. Matthew serait toujours cet homme cruel qui ne le voyait que comme une nuisance. Mais au plus profond de son âme, Noah commença à nourrir quelque chose de nouveau, un désir silencieux de fuir cet endroit, de trouver un endroit où il pourrait être aimé et soigné comme tout enfant le mérite. Il savait que ce serait difficile, mais à ce moment-là, il se promit qu'il n'arrêterait jamais d'essayer. Le lendemain matin commença comme n'importe quel autre jour dans la maison de Matthew. Le soleil filtrait à travers les fenêtres sales, mais n'apportait ni chaleur ni réconfort au petit Noah, qui était toujours allongé dans un coin du salon. La toux du garçon résonnait dans la pièce, devenant de plus en plus forte et faible. Matthew était dans la cuisine, mâchant un morceau de pain tout en se plaignant de la télévision qui avait été volée la veille au soir. Pour lui, la santé de son fils n'était qu'une autre nuisance sur sa longue liste de problèmes, quelque chose d'indigne d'attention. Noah essaya de se lever, mais la faiblesse était écrasante. Sa jambe était encore plus enflée et la douleur pulsait à chaque battement de son cœur. Il ressentit une intense vertige, comme si le monde autour de lui tournait, et essaya de se stabiliser contre le mur, mais ses bras n'avaient aucune force. « Papa, je ne peux pas », murmura Noah, sa voix à peine audible. Lorsque Matthew entendit le garçon, il jeta un regard irrité dans sa direction. « Debout déjà, je ne fais pas ton travail. »« Cette maison ne se nettoiera pas toute seule, » répondit-il sans la moindre trace de compassion. Le garçon fit un autre pas, mais ses jambes cédèrent et il tomba au sol avec un bruit sourd. Le son attira l'attention de Matthew qui courut au salon, plus ennuyé que préoccupé. « Que fais-tu là-bas ? Lève-toi tout de suite !» cria Matthew en s'approchant de Noah. Cependant, lorsqu'il vit l'état dans lequel se trouvait son fils, quelque chose changea dans son expression. Le visage de Noah était aussi pâle que de la cire et sa respiration était irrégulière. Sa jambe enflée montrait des ecchymoses violettes et son front brillait de sueur froide.
Matthew tenta de secouer le garçon par les épaules, mais Noah ne répondit pas. « Ne me fais pas perdre mon temps avec ce garçon. Tu ne vas pas me causer plus de problèmes que tu ne le fais déjà, marmonna-t-il, bien que la tension dans sa voix commença à trahir un soupçon d'inquiétude. Matthew posa sa main sur le front de Noah et sentit la chaleur de la fièvre qui semblait brûler sa peau. Il recula, réalisant que la situation était plus grave qu'il ne voulait l'admettre. Autant qu'il voulut l'ignorer, quelque chose en lui le poussa à agir en râlant. Matthew souleva Noah dans ses bras. Le corps du garçon semblait encore plus léger, comme s'il s'effritait. « Je n'arrive pas à croire que je vais perdre ma journée avec ça », dit Matthew en se hâtant de sortir de la porte. Il traversa les rues en portant le garçon, attirant des regards curieux des voisins qui murmuraient sur l'état de l'enfant. Certains murmurèrent des mots d'inquiétude, mais personne n'osa s'approcher ou offrir de l'aide. Matthew continua son chemin, le front froncé et l'expression irritée, comme si la honte d'être vu dans cette situation était plus grande que la peur pour la vie de son fils. À l'hôpital, Matthew entra dans la salle d'urgence, ignorant les personnes à la réception qui essayaient d'organiser les soins. « Mon fils est malade, il a besoin d'aide maintenant », cria Matthew, se frayant un chemin jusqu'à ce qu'une infirmière le remarque enfin. La femme regarda Noah et appela immédiatement d'autres professionnels. Ils le placèrent sur une civière et l'emmenèrent dans une pièce, tandis que Matthew restait à regarder la pagaille, un mélange d'anxiété et d'impatience. Combien de temps cela va-t-il prendre ? J'ai des choses à faire, se plaignit-il, mais personne ne lui prêta attention. Quelques minutes plus tard, un médecin apparut avec une expression sérieuse qui ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. Votre fils souffre d'une infection sévère, possiblement causée par une morsure de rat. Il est déshydraté, a une forte fièvre et est en état critique. Nous devons commencer le traitement immédiatement, expliqua le médecin en regardant directement les yeux de Matthew. Si vous l'aviez amené plus tôt, nous aurions pu prévenir la propagation de l'infection. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? Demanda le médecin d'un ton mêlant indignation et incrédulité. Matthew détourna le regard, essayant d'éviter la question. Je ne savais pas que c'était si sérieux, répondit-il en bégayant. Le médecin, clairement frustré, continua, ce garçon a besoin de soins urgents et je ne parle pas seulement de l'infection. Il est mal nourri, présente des signes de maltraitance et de négligence. Cela ne peut pas continuer, déclara-t-il avant de se tourner pour organiser l'équipe. Matthew resta là dans le couloir, ressentant un mélange de colère et d'inconfort. Il voulait blâmer Noah pour tout, mais au fond de lui, quelque chose le poussait à remettre en question ses propres actions. Tandis que les médecins soignaient Noah, Matthew s'assit sur une chaise proche, fixant le sol. Il se souvenait des fois où il avait crié sur le garçon, des tâches impossibles qu'il lui avait forcé à faire et de la nuit précédente où il avait offert son propre fils à un voleur. Matthew secoua la tête, essayant de repousser ses pensées, mais elles le hantaient comme des ombres. « Ce n'est pas ma faute. Il est faible, il n'a jamais été fort comme moi, » murmura-t-il à lui-même, essayant de justifier ce qu'il ne pouvait même pas pleinement accepter. Quelques heures plus tard, le médecin revint, cette fois avec une expression légèrement plus calme. « Votre fils est stable, mais son état reste sérieux. Il sera hospitalisé pendant quelques jours et nous devons le surveiller de près, » a informé Matthew. Matthew a simplement hoché la tête sans dire un mot. Il savait que, peu importe combien il essayait de faire semblant que rien de tout cela n'était de sa responsabilité, la culpabilité le consumait. En même temps, il ne savait pas s'il avait la force ou la volonté de changer. Noah, en revanche, était dans une chambre d'hôpital, respirant avec l'aide des machines mais inconscient. Malgré la gravité de son état, il y avait quelque chose d'assez paisible sur son visage, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il était loin du poids des humiliations et des douleurs qu'il avait toujours portées. Pour Noah, ce moment était un soulagement, un répit face à la réalité cruelle qui semblait ne jamais changer. Et au fond de lui, c'était peut-être la seule chose qu'il pouvait encore espérer. La chirurgie de Noah a été longue et délicate, mais les médecins ont réussi à contenir l'infection et à stabiliser son état. Lorsque le garçon a ouvert les yeux pour la première fois après l'intervention, il a senti l'odeur caractéristique de l'hôpital et le bruit des pas précipités dans le couloir. Il a essayé de bouger, mais son corps semblait peser des tonnes et la douleur était toujours une compagne constante. Pourtant, le soulagement d'être vivant a apporté une petite étincelle d'espoir. Pour la première fois depuis des jours, il a pu respirer sans ressentir la pression constante dans sa poitrine. Matthew, assis au chevet, regardait le garçon avec une expression oscillant entre l'impatience et l'inconfort. Il ne savait pas quoi dire et le silence pesait lourdement. Finalement, Noah a brisé la barrière entre eux, parlant d'une voix faible et hésitante. «
Je ne veux pas rentrer à la maison, s'il te plaît, papa, ne me renvoie pas. Je ferai n'importe quoi, mais ne me force pas à retourner à cet endroit. Les mots de Noah étaient chargés de peur et d'angoisse, et ses yeux suppliants cherchaient une lueur de compassion sur le visage de son père. Matthew a croisé les bras et a détourné le regard, clairement mal à l'aise face à la demande de son fils. Ne dis pas de bêtises, Noah. Bien sûr que tu vas rentrer à la maison. Où penses-tu pouvoir rester d'autre part? La vie n'est pas un conte de fées où tu peux fuir tes responsabilités. Tu dois apprendre à affronter la réalité, et cela commence à la maison. Le ton de Matthew était ferme, presque sévère, comme s'il parlait à un adulte et non à un enfant qui venait de survivre à une expérience traumatisante. Noah a senti les larmes couler sur son visage, mais il n'a pas osé insister. Il savait que discuter avec Matthew était inutile. Pourtant, l'idée de retourner dans un foyer où il avait tant souffert était insupportable. Il a levé les yeux vers le plafond, essayant de trouver de la force quelque part. Je voulais juste rester ici, où personne ne me crie dessus, où je n'ai pas à avoir peur. Je voulais un endroit où je pourrais vraiment me reposer sans penser à ce qui va se passer demain. S'il te plaît, papa, laisse-moi rester. Sa voix tremblait et chaque mot semblait sortir avec difficulté, comme s'il était écrasé par des années de souffrance. Matthew s'est levé brusquement, faisant les 100 pas dans la petite chambre d'hôpital. Il semblait lutter contre quelque chose en lui-même, mais sa voix est revenue aussi dure qu'avant. Tu penses que le monde va te protéger, Noah? Ce n'est pas un refuge, ce n'est pas un hôtel pour enfants qui fuient leurs parents. Tu es mon fils et j'en suis responsable, que ça te plaise ou non. Alors arrête de te plaindre et prépare-toi, dès que les médecins te libéreront, nous rentrons à la maison et tu vas apprendre à être plus fort. Les jours suivants à l'hôpital étaient remplis de tension. Les infirmières étaient gentilles avec Noah, lui apportant des repas légers et vérifiant régulièrement ses signes vitaux. Il se sentait plus en sécurité là-bas que jamais à la maison. Cependant, la présence constante de Matthew lui rappelait que ce soulagement était temporaire. Matthew disait peu, mais ses regards et gestes laissaient clairement entendre qu'il attendait simplement le moment de le ramener, ignorant la supplique désespérée de son fils. Lorsque le médecin a finalement autorisé Noah à sortir, le garçon a senti son estomac se nouer. Il a regardé le lit où il avait passé des nuits de répit et a souhaité pouvoir y rester pour toujours. Alors que Matthew signait les papiers à la réception, Noah est resté silencieux, regardant le sol pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. Il savait qu'en franchissant les portes de l'hôpital, il retournerait au même cauchemar qu'avant, et cela le terrifiait plus que toute douleur physique. Sur le chemin du retour, Matthew marchait devant sans regarder en arrière, tandis que Noah le suivait à grands pas hésitants. Chaque rue qu'il traversait semblait de plus en plus familière, se rapprochant de l'endroit qu'il redoutait tant. « Papa, penses-tu que les choses peuvent changer? Que peut-être nous pourrions essayer de vivre différemment ?» La voix de Noah était basse, presque un murmure, mais il y avait un fil d'espoir dans ses mots, comme s'il s'accrochait à la dernière chance d'un avenir différent. Matthew s'est arrêté et s'est tourné vers son fils avec une expression mêlant irritation et lassitude. « Noah, le monde ne va pas changer pour toi et moi non plus. Tu ferais mieux d'accepter cela maintenant, parce que la vie est dure et ne pardonne pas les faibles. Plus vite tu comprendras cela, mieux ce sera pour toi. » Il a recommencé à marcher, laissant Noah seul avec ses pensées et le poids d'une réalité qui semblait écrasante. Une fois à la maison, Matthew a envoyé Noah directement dans sa chambre. Le garçon a obéi, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'il est finalement entré dans l'espace exigu et vide qu'il appelait sa chambre, il a senti une vague de désespoir l'envahir. Il s'est assis par terre, serrant ses genoux contre lui et laissant les larmes couler librement. Aussi fort qu'il voulait croire qu'il y avait de l'espoir, chaque geste de Matthew lui montrait que cet espoir n'était qu'un rêve lointain, quelque chose qu'il ne pourrait jamais atteindre. Dans le salon, Matthew a allumé la radio et s'est assis sur le canapé, ignorant complètement l'état de son fils. Pour lui, le retour à la routine était inévitable et nécessaire. Cependant, même dans sa rudesse, Matthew ressentait quelque chose d'étrange ce soir-là, une lourdeur dans l'air, quelque chose qu'il ne pouvait pas complètement ignorer. Mais comme toujours, il a choisi de réprimer toute pensée inconfortable, se convainquant qu'il faisait ce qu'il fallait, même si cela détruisait le peu qu'il restait de l'esprit de Noah. Le lendemain matin, la maison était plongée dans un silence inconfortable. Matthew était assis sur le canapé, tenant une tasse de café froid non bu, tandis que Noah, encore faible de sa convalescence, essayait de nettoyer la saleté sur le sol de la cuisine avec des mains tremblantes. Son corps se sentait lourd, la douleur dans ses jambes pulsait encore, mais il n'osait pas se plaindre. Matthew avait été clair,
La vie continue et il devait remplir ses obligations, même s'il avait à peine la force de se tenir debout. Lorsque l'horloge a sonné midi, le bruit de pas lourds à l'entrée a attiré leur attention. La porte s'est ouverte brusquement, révélant le voleur qui était venu quelques jours plus tôt. Il avait le même regard froid et rusé, mais cette fois, il semblait plus confiant, comme s'il savait que Matthew ne l'arrêterait pas. Sans cérémonie, il est entré dans le salon, ignorant les protestations de Noah qui a reculé d'un pas, effrayé. « Que veux-tu maintenant » a demandé Matthew en croisant les bras et en fixant l'homme d'un ton plus irrité que surpris. Il n'y avait aucune peur dans sa voix, seulement une résignation qui laissait entendre qu'il s'attendait déjà à son retour. Le voleur a souri sarcastiquement en pointant la nouvelle télévision que Matthew avait achetée. « Tu sais ce que je veux, cette télé sera parfaite dans mon salon. » Matthew a ri amèrement, comme si la situation n'était qu'une autre gêne dans sa vie. Il a regardé Noah, qui s'appuyait contre le mur, les yeux écarquillés de peur, et a secoué la tête avec dédain. « Cette télé m'a coûté cher et je ne suis pas prêt à la rendre si facilement. » Il a fait une pause, analysant soigneusement le voleur avant de prononcer les mots qui changeraient à jamais la vie de Noah. « Mais si tu veux quelque chose de plus utile, tu peux prendre le garçon. Il ne vaut rien de toute façon. » Le silence qui a suivi était presque assourdissant. Noah était paralysé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Ses yeux se sont remplis de larmes et sa respiration est devenue lourde, comme si l'air avait été arraché de ses poumons. « Papa, tu ne peux pas être sérieux » a-t-il murmuré, sa voix étouffée. Matthew ne l'a pas regardé. « Je suis sérieux, garçon. Peut-être seras-tu plus utile pour quelqu'un comme lui que pour moi. » Le voleur a haussé un sourcil, surpris par cette offre inattendue, mais a rapidement haussé les épaules et a ri. « Tu es vraiment un homme impitoyable, n'est-ce pas ? Eh bien, si le garçon ne vaut rien pour toi, je suppose que je peux lui trouver une utilité. » Il s'est approché de Noah et a attrapé fermement le bras mince du garçon, le tirant plus près de lui. Noah a essayé de résister, mais son corps était trop faible pour se battre. « Papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je promets que je travaillerai plus dur, que je nettoierai mieux la maison, que je ferai tout ce que tu demandes, mais ne me laisse pas partir avec lui, s'il te plaît, je t'en supplie. » Noah a pleuré, sa voix pleine de désespoir et de douleur. Il a regardé Matthew comme s'il y avait encore une chance que l'homme change d'avis, mais Matthew est resté immobile, sans montrer aucune émotion. « Assez de drame, Noah. Tu as déjà causé assez de problèmes. Ta présence n'a jamais apporté que du travail et de la frustration. Si tu veux blâmer quelqu'un pour tout ce qui t'arrive, regarde dans le miroir. Blâme-toi d'être si inutile, si incapable de bien faire. » Matthew a dit cela d'un ton cinglant et d'un regard exprimant rien que du mépris. Il a fait un geste impatient vers le voleur, comme s'il traitait quelque chose d'insignifiant. « Emmène-le d'ici. Je ne veux plus entendre aucun bruit de ce garçon, et s'il te plaît, ne me dérange plus. Considère cela comme une faveur de ma part, un échange équitable. » Le voleur a saisi fermement Noah par le bras et l'a traîné vers la porte sans la moindre cérémonie. Le garçon a crié et suppléé. « Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Je promets que je peux m'améliorer, que je peux être le fils que tu veux. Je ferai n'importe quoi, mais ne me laisse pas partir avec lui. Je suis ton fils, comment peux-tu me faire ça ?» La voix de Noah tremblait et était étouffée par le désespoir, mais Matthew n'a pas détourné le regard. Il a croisé les bras et est resté immobile, observant la scène avec la froideur de quelqu'un qui se débarrasse de quelque chose qui n'a jamais eu de réelle valeur. « Assez de drame, Noah. Tu as déjà causé assez de problèmes. » Le voleur a continué de traîner Noah vers la porte, tandis que Matthew, enfin, prenait sa tasse de café et en buvait une gorgée, comme si de rien n'était. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre un bref instant, voyant le voleur et son fils disparaître dans la rue, puis a haussé les épaules. Pour Matthew, c'était juste un choix pratique. Noah n'était qu'une autre responsabilité qu'il ne voulait plus porter. Avec le garçon hors de son chemin, il pouvait retourner à sa vie sans interruption, sans les problèmes qu'il avait toujours associés à la présence de son fils. Le silence qui a envahi la maison était différent de tout ce que Matthew avait jamais ressenti. C'était un silence oppressant et glaçant qui semblait faire écho à l'absence de quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Mais Matthew a ignoré ce sentiment et a allumé la télévision, s'asseyant sur le canapé comme si la journée avait suivi son cours normal pour lui. Noah n'était plus qu'une chose jetée, dans une vie pleine de choix égoïstes et vides. Finalement, le voleur a brisé le silence en marchant avec Noah dans la rue sombre et déserte. Il a poussé un long soupir et a regardé le garçon avec un regard plus doux que Noah ne l'aurait imaginé. « Je m'appelle Jake,
a-t-il dit, sa voix rauque mais étonnamment calme. Ne t'inquiète pas, gamin, je ne vais pas te faire de mal. J'avais juste besoin de quelque chose pour sortir de cette maison sans faire de vagues, et ton père ne semblait pas trop se soucier de ce qui allait arriver. Il t'a remis comme si tu n'étais rien. Les mots de Jake ont frappé Noah comme une vague. Il savait déjà ce que Matthew pensait de lui, mais l'entendre d'un étranger, quelqu'un qui ne le connaissait clairement pas, rendait la réalité encore plus cruelle. « Mon père ne m'a jamais aimé, jamais », murmura Noah, sa voix tremblante et presque inaudible. Ses yeux étaient larmoyants, mais il s'est rapidement essuyé le visage, essayant de ne pas montrer plus de faiblesse qu'il n'en avait déjà. Il ne voulait pas que Jake pense qu'il était faible, même si tout dans sa vie le suggérait. Jake a remarqué la tristesse dans le garçon et a hésité un instant. « Écoute, gamin, je ne sais pas ce que tu as fait ou pas fait pour lui, mais personne ne mérite d'être traité comme ça. Je ne suis pas un saint, d'accord ? J'ai fait des choses mauvaises, mais même moi, je sais que ce qu'il a fait est mal. Je vais t'emmener chez moi, ce n'est pas un grand ou un bel endroit, mais c'est tout ce que j'ai et tu seras en sécurité là-bas, au moins pour l'instant. » Les pas de Jake se sont ralentis alors qu'il guidait Noah à travers des rues de plus en plus étroites et faiblement éclairées. Le garçon regardait autour de lui, essayant de comprendre où il était emmené, mais tout semblait confus. Il a senti un frisson parcourir son échine, non seulement à cause du vent nocturne, mais aussi de l'incertitude de ce qui allait suivre. « Tu me laisseras partir ?» demanda Noah avec une lueur d'espoir dans la voix. « Je ne veux pas être loin de chez moi, peu importe combien mon père me déteste. » « C'est le seul chez moi que je connais, » répondit Jake, s'arrêtant brusquement et regardant Noah avec une expression sérieuse. « Gamin, tu penses vraiment que c'est un chez toi ? Quel genre de père remet son fils comme s'il donnait un sac poubelle ? Écoute, je ne suis pas un homme bien, mais au moins je sais que personne ne mérite d'être traité comme ça. Tu vas rester avec moi jusqu'à ce que nous trouvions quoi faire, parce que la façon dont tu vas y retourner serait une sentence de mort. » La maison de Jake est apparue au loin, une structure simple presque en ruine avec des murs écaillés et des fenêtres qui semblaient ne pas avoir été ouvertes depuis des années. Il a poussé la porte avec force, qui a grincé bruyamment avant de s'ouvrir. « Bienvenue dans mon palais », a-t-il dit avec un sourire amer. L'intérieur était aussi humble que l'extérieur, avec de vieux meubles et une odeur de poussière qui semblait imprégnée dans tout. Jake a tiré une chaise pour Noah et a indiqué de s'asseoir. « Assieds-toi, tu dois être fatigué. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais au moins ici, tu n'auras pas à dormir par terre comme chez ton père. » Noah s'est assis, regardant autour de lui avec une mixture de peur et de curiosité. Pour la première fois, il se sentait loin des cruautés de Matthew, mais l'incertitude d'être sous le toit d'un étranger le mettait toujours mal à l'aise. « Pourquoi tu m'aides ?» demanda Noah en brisant le silence qui s'était formé entre eux. Jake haussa les épaules, prit une bouteille d'eau sur la table et la tendit au garçon. « Peut-être que je veux juste me racheter d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que j'en ai marre de voir tant de mal dans le monde et de ne rien faire à ce sujet. Je ne sais pas, gamin, mais ce que je sais, c'est que tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Et tant que tu es ici, personne ne te fera de mal, je te le promets. » Les heures du petit matin se sont étirées lentement. Noah, allongé sur le vieux canapé réparé, se tournait et se retournait sans cesse. L'obscurité de la maison semblait encore plus lourde que le silence qui l'enveloppait. Il a ressenti une soudaine envie de se lever et d'explorer les environs, peut-être par curiosité ou par besoin de mieux comprendre Jake, l'homme qu'il avait sorti d'une vie de cruauté seulement pour l'insérer dans une autre pleine d'incertitude. Noah a marché lentement, ses pieds nus ne faisant presque aucun bruit sur le sol en bois usé. Ses yeux, toujours en train de s'adapter à la pénombre, ont commencé à capter des détails de l'environnement qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Sur l'une des tables appuyées contre le mur, il a vu ce qui semblait être un tas d'objets de valeur, bijoux, montres, portefeuilles en cuir, tous empilés en désordre. Plus loin, sur une étagère presque tombante, il y avait de petits appareils électroménagers et même un système sonore. Tout la criait le vol, et Noah a senti un nœud se former dans son estomac. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, un objet a attiré son attention. C'était un simple cadre en bois, légèrement poussiéreux mais avec une photo toujours claire. Il s'en est approché, inclinant la tête pour mieux voir. C'était l'image d'une fille, souriant, portant une robe bleue à petites fleurs et tenant un ballon rouge. Son sourire était contagieux, mais il y avait quelque chose dans la photo qui semblait rempli de mélancolie. Avant que Noah ne puisse toucher le cadre, une voix profonde s'est fait entendre derrière lui, le faisant sursauter. « C'est ma fille », a déclaré Jake, se tenant dans l'embrasure de la porte avec les bras croisés et une expression indéchiffrable. Noah a fait un pas en arrière,
retenant son souffle, ne sachant pas comment réagir. Jake s'est approché lentement, ses yeux fixés sur la photo. Elle s'appelle Olivia, elle a 6 ans. Je l'ai perdue il y a longtemps, a-t-il expliqué, sa voix ayant un ton amer mais avec quelque chose de plus, quelque chose que Noah ne pouvait pas définir, peut-être de la tristesse ou du regret. Noah a regardé Jake, essayant de trouver les mots justes. « Je suis désolé, je ne savais pas ce qui lui était arrivé », a-t-il demandé, sa voix douce et presque hésitante. Jake a soupiré, passant une main sur son visage comme s'il voulait effacer un souvenir douloureux. Elle est tombée malade, très malade. J'ai tout fait pour essayer de la sauver, mais j'étais pauvre. Je n'avais pas d'argent pour les médecins, pour les médicaments, pour quoi que ce soit. Et un jour, elle est juste partie. Après ça, après ça, j'ai commencé à vivre comme ça, voler, prendre des choses aux autres, parce que personne ne m'a jamais rien donné. Il a fait une pause, regardant Noah avec une expression sombre. Maintenant, dis-moi, garçon, qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Tu penses que j'ai choisi cette vie pour m'amuser? Noah a avalé difficilement, ressentant le poids des mots de Jake. Il savait ce que c'était de perdre quelque chose, bien que sa perte soit d'une nature différente. Il savait ce que c'était que de vivre dans un endroit où personne ne se souciait de toi. Je ne sais pas ce que c'est que de perdre quelqu'un comme toi, mais je sais ce que c'est que de souffrir. Je sais ce que c'est que de se sentir seul, comme si tout le monde était contre toi. Mais voler, ça ne ramènera pas ta fille. Ça ne changera rien, a déclaré Noah. Jake a ri, mais le son était creux. Tu penses que je ne sais pas ça? Tu penses que je ne pense pas à ça chaque fois que je prends quelque chose? Mais que puis-je faire d'autre, hein? Je ne suis personne. Personne ne va me donner un travail, personne ne va m'aider. Le monde ne fonctionne pas comme ça, garçon. Noah a fait un pas en avant, ses yeux remplis de détermination qu'il ne savait pas qu'il possédait. Tu peux arrêter, tu peux essayer d'être différent. Je sais que ce n'est pas facile, mais continuer à voler ne fera que te rendre plus mal. Tu ne veux pas que ta fille soit fière de toi, même si elle n'est plus là? Jake a fait une pause, fixant Noah pendant un instant. Il semblait que les paroles du garçon avaient fait quelque chose en lui, mais l'expression dure est revenue peu après. Tu n'es qu'un garçon, tu ne comprends pas comment le monde fonctionne vraiment. Le monde n'est pas un endroit pour les bonnes personnes. J'ai essayé d'être différent et ça ne m'a mené nulle part. Va te coucher, Noah. Cette conversation ne mènera nulle part. Noah voulait insister, mais la fermeté dans la voix de Jake l'a fait reculer. Il est retourné au canapé, mais ne pouvait pas arrêter de penser à la tristesse qu'il avait vue dans les yeux de Jake, la photo de la fille souriante qui semblait maintenant porter un poids plus grand que n'importe quel mot ne pouvait le décrire. Alors qu'il se couchait, Noah a fait une promesse silencieuse à lui-même, d'une manière ou d'une autre, il convaincrait Jake de changer. Après tout, s'il avait encore de l'espoir, pourquoi Jake n'en aurait-il pas aussi? Le lendemain, le soleil venait à peine de se lever à l'horizon lorsque Jake s'est préparé à partir. L'air du matin était froid et la maison en bois semblait encore plus silencieuse que d'habitude. Noah était allongé sur le canapé, essayant de se reposer, mais ses yeux ne pouvaient pas se fermer complètement. Il savait ce qui allait arriver. Jake était déterminé à faire un autre vol et cette fois, il l'emmènerait avec lui. La raison était simple, la nourriture commençait à manquer à la maison et Jake ne voulait plus compter sur des restes ou des aides. Voler était la seule solution viable. « Lève-toi, Noah !» a crié Jake, déjà debout, attrapant sa veste en lambeaux et enfilant ses bottes usées. « Nous partons. Il y a un endroit à proximité où nous pouvons trouver de la nourriture. » Noah n'a pas répondu immédiatement, se levant lentement, essayant toujours de traiter l'idée de participer à un autre acte qu'il savait être mal. Cependant, il savait que s'il ne partait pas, Jake n'hésiterait pas à le laisser derrière. C'était une situation sans issue, la peur et l'anxiété l'accompagnaient alors qu'ils suivaient l'homme, le bruit de leurs pas résonnant dans la maison vide. Ils ont marché dans des rues désertes, traversant des ruelles et des routes faiblement éclairées jusqu'à atteindre le petit marché où Jake avait prévu le vol. L'endroit était fermé, mais il y avait une fenêtre brisée à l'arrière, une entrée que Jake avait utilisée auparavant. Il a fait signe à Noah de rester silencieux alors qu'il se préparait à entrer. Cependant, alors que Jake se concentrait sur l'effraction, Noah, le cœur battant, pouvait à peine contrôler ses pensées. Il se demandait s'il y avait une autre façon de vivre, s'il pouvait avoir une autre chance. Mais tout ce qu'il voyait maintenant, c'était la réalité, la lutte constante pour survivre, chaque jour de plus en plus difficile à supporter. Jake est passé par la fenêtre brisée et a commencé à fouiller les étagères à la recherche de nourriture. Noah était dehors, regardant la rue, lorsqu'il a soudain entendu le bruit de pas précipités s'approchant.
Avant qu'il ne puisse réagir, son pied a glissé sur un morceau de verre éparpillé par terre et il est tombé, frappant violemment son genou sur le trottoir. La douleur a été instantanée et aiguë, le faisant crier. Il a essayé de se relever, mais sa jambe était engourdie et du liquide commençait à s'écouler d'une profonde coupure. Sa vision a commencé à devenir floue et il savait qu'il ne pourrait pas se tenir debout plus longtemps. Jake a entendu le cri et a couru vers Noah, son cœur battant la chamade. Ses yeux ont rapidement évalué la situation. En voyant le sang dans l'état affaibli du garçon, quelque chose en lui semblait changer. Il s'est rapidement accroupi, ramassant le garçon dans ses bras avec un regard de désespoir et de colère. Il a regardé autour de lui comme si le monde s'effondrait. « Merde, hein, qu'est-ce que tu as fait ?» a crié Jake, mais sa voix était chargée de quelque chose que Noah n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas de la colère, mais de l'inquiétude, quelque chose de rare chez cet homme. Il a serré Noah plus fort, essayant de le calmer. « Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Ils vont te sortir d'ici, on va s'en sortir. Reste calme, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. » Noah a regardé Jake, ses yeux remplis de douleur et de confusion. Il pouvait sentir sa jambe pulsant et malgré toute la souffrance, quelque chose en lui se demandait pourquoi Jake semblait si affecté. L'homme qui, jusqu'alors, semblait incapable de toute gentillesse, avait maintenant une expression de culpabilité, d'angoisse, comme s'il perdait quelque chose de très important. « Ne me laisse pas ici. Je ne veux plus de ça, Jake. Je ne peux plus le supporter. » a murmuré Noah, ses mots sortant faibles et presque inaudibles alors qu'il essayait de s'appuyer sur Jake. Jake est resté immobile un moment, regardant le visage pâle de Noah, les yeux sans vie, la douleur visible sur ses traits. Quelque chose en Jake s'est brisé à cet instant et il s'est retrouvé forcé de prendre une décision qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir prendre. Ses pensées étaient confuses, un mélange de regret et de panique. « Je vais te sauver, Noah. Je ne sais pas ce que je pensais, mais tu ne resteras pas ici. Écoute-moi. » a-t-il dit, sa voix tremblant, essayant de transmettre une certaine confiance qu'il ne ressentait pas. Avec une hâte presque désespérée, il a pris le corps frêle du garçon dans ses bras, sentant la légèreté et la faiblesse de Noah qui n'avait même pas résisté à l'effort de rester éveillé. Chaque pas que Jake faisait vers la maison semblait plus lourd que le précédent, comme si le poids de toutes ses mauvaises décisions était porté sur son dos. Le son de ses respirations haletantes se mêlait aux cris aigus de Noah, qui malgré toute la souffrance, essayait toujours de trouver la force de rester conscient. Mais à chaque respiration, Jake réalisait qu'il n'avait plus affaire à un simple vol ou à un garçon sous sa tutelle. Il avait affaire à un être humain qui avait été brutalement affecté par ses propres décisions. Il savait que la souffrance de Noah était une conséquence directe de sa propre cruauté, de ses choix égoïstes et irréfléchis. Mais à cet instant, quelque chose changeait en Jake, quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Il se retrouvait à lutter non seulement contre la souffrance physique de Noah, mais aussi contre les choix de toute sa vie, qui semblaient désormais irréparables. Lorsqu'ils sont finalement arrivés à la maison, Jake a rapidement posé Noah sur le canapé, comme si l'acte de le poser la pouvait d'une manière ou d'une autre atténuer la douleur qu'il ressentait à l'intérieur. La panique l'envahissait, mais il ne pouvait pas la montrer à Noah. Le garçon était si faible, si pâle, et sa respiration si superficielle que Jake craignait le pire. Il devait agir rapidement. Ne sachant pas exactement quoi faire, il a commencé à chercher quelque chose dans la maison pour arrêter le saignement de la blessure. Il n'y avait pas de trousse de premiers soins, juste des morceaux de tissu et quelques vieilles affaires éparpillées. Il n'avait aucune idée de comment traiter une blessure aussi grave, mais la douleur et la culpabilité étaient si intenses qu'il ne pouvait penser qu'à essayer de sauver Noah, à essayer de faire quelque chose qui le rachèterait, même s'il savait que cela pourrait être trop tard. Alors qu'il nettoyait la blessure, les mains de Jake tremblaient, non pas de la douleur physique qu'il ressentait, mais de la culpabilité accablante qui le consumait. Chaque mouvement était une lutte contre sa propre conscience, contre la réalisation qu'il avait été responsable de la douleur de Noah. « Je suis désolé, Noah. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis qu'un homme. Je ne voulais pas que ça arrive, » a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour le garçon. La voix de Jake était remplie de désespoir et de regret, comme s'il essayait de trouver des mots pour justifier l'injustifiable. Il ressentait une douleur profonde dans sa poitrine, comme s'il brisait quelque chose en lui-même. L'image du visage pâle de Noah, de ses yeux sans vie et de son corps affaibli ne quittait pas son esprit. Jake regardait le garçon mais ne pouvait plus voir ce visage sans vie qu'il avait ignoré tant de fois auparavant. Au lieu de voir un garçon faible et inutile, il voyait quelqu'un qui, malgré tout, se battait toujours pour survivre.
Quelque chose en lui, qu'il n'avait jamais su exister, s'est réchauffé à la vue de la force silencieuse de Noah. Pendant des années, Jake avait ignoré toute trace d'humanité en lui, s'était éloigné de tout remords ou regret. Mais maintenant, confronté à cette situation, il ressentait une douleur écrasante, comme s'il avait perdu quelque chose de précieux, quelque chose qu'il n'avait jamais su posséder. Pendant un bref instant, il s'est permis de remettre en question ses propres choix. Il a pensé à ce que sa vie avait été jusqu'à présent, pleine de violence, de vols, de décisions égoïstes. Il a pensé à Noah, qui malgré tout avait résisté. Il a pensé que peut-être il aurait été possible de faire les choses différemment s'il avait vu le garçon non pas comme un fardeau, mais comme un être humain. Mais maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qu'il pouvait faire, c'était essayer de sauver ce garçon, essayer de réparer ce qui était brisé, même s'il savait que cela pourrait être trop tard. Il s'est demandé, angoissé, s'il y avait encore le temps de changer quelque chose en lui-même, s'il restait une once de gentillesse qu'il pouvait sauver. Mais les réponses ne venaient pas. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait prendre soin de Noah, parce qu'en quelque sorte, il comprenait que ce moment pourrait être la dernière chance de se racheter. Jake avait l'impression qu'il était sur le point de se perdre à nouveau, comme si le fin fil qui le reliait à l'humanité allait se rompre pour de bon. Le regard affaibli et fatigué de Noah avait touché quelque chose de profond en lui et maintenant, peu importe ce qui se passait, il savait qu'il devait l'emmener à l'hôpital, non seulement pour sauver sa vie, mais aussi pour essayer de faire tout ce qui était possible afin de corriger une erreur qui semblait déjà irréparable. Il prit Noah dans ses bras une fois de plus, sentant le poids du garçon mais aussi le poids de sa propre culpabilité à chaque pas. La peur qu'il soit trop tard le consumait, mais il ne pouvait plus s'arrêter maintenant, plus maintenant. « Allez non, un peu plus, tu vas t'en sortir, je te le promets, dit Jake d'une voix plus ferme qu'il ne le se sentait. La peur et l'anxiété qui le consumaient étaient immenses, mais il ne voulait pas que le garçon le sache. Il voulait que Noah croie qu'il y avait encore de l'espoir, même si Jake savait que sa propre vie avait été marquée par de mauvais choix. En arrivant à l'hôpital, Jake se dirigea directement vers les urgences, ne se souciant pas des regards méfiants des personnes autour de lui. Il voulait juste que quelqu'un, n'importe qui, s'occupe de Noah, pour l'aider à survivre. La douleur et la fragilité de son corps. L'infirmière le regarda, surprise par l'état de Noah, et le conduisit rapidement à l'intérieur sans même lui demander qui il était. L'urgence du moment fit oublier à Jake tout ce qui l'entourait, il voulait juste que le garçon soit en sécurité, que sa vie soit préservée. Pendant que les infirmières soignaient la blessure, il resta là à observer chaque mouvement, attendant une bonne nouvelle, un signe qu'il faisait la bonne chose. Il ne savait pas comment il pourrait affronter les conséquences de ses actions, mais à ce moment-là, la seule pensée qui occupait son esprit était de sauver Noah. Cependant, ce que Jake ne savait pas, c'est que sa présence à l'hôpital ne passerait pas inaperçue. Le personnel commença à remarquer quelque chose de bizarre, quelque chose qui ne correspondait pas à ce que Jake prétendait être. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il fasse le lien. Le visage de Jake, encore familier pour certains de la région, fut immédiatement reconnu par l'un des agents de sécurité qui s'approcha de lui avec prudence. « Ce n'est pas toi, l'homme qui a tenté de braquer ce magasin le mois dernier ?» demanda l'agent d'une voix basse mais ferme. Jake essaya de détourner le regard, mais la tension était palpable. Il savait qu'une fois identifié, il n'y aurait aucun moyen d'échapper. « Je ne suis plus l'homme dont vous parlez », tenta-t-il d'argumenter, mais sa voix semblait faible, presque sans confiance. Il savait qu'il n'avait plus d'arguments, qu'il faisait face à un miroir brisé, et avant qu'il ne puisse dire autre chose, l'agent fit signe aux autres officiers à proximité. « Vous êtes en état d'arrestation », dit-il avec la fermeté de quelqu'un qui savait que c'était la seule option. Jake fut immédiatement menotté et sortit de la salle. Ses mouvements étaient limités malgré toute la douleur et la confusion qu'il ressentait. La seule pensée qui traversait son esprit était ce qui arriverait à Noah. Alors que Jake était mené loin, il essaya de regarder en arrière pour voir si le garçon était bien soigné, s'il était en sécurité, mais les portes se refermèrent entre eux et il se retrouva complètement détaché de toute responsabilité qu'il aurait pu avoir jusque-là. C'était comme si sa seule chance de faire quelque chose de bien pour Noah avait été retirée par ses propres mains avant même qu'il ait eu la chance d'agir correctement. Tout ce qu'il lui restait maintenant étaient les échos de ses choix, le poids de ce qu'il avait fait et le sentiment que peut-être, juste peut-être, il était trop tard pour une quelconque rédemption. Au fond, Jake savait qu'il n'avait plus rien à faire, qu'il avait échoué, mais quelque part en lui, une petite graine de regret avait été plantée. Un doute que s'il avait pris des décisions différentes, les choses auraient pu être différentes pour Noah. Le son de ses pas résonnant dans les couloirs de l'hôpital semblait être un coup final, la fin d'un voyage qui n'aurait jamais dû commencer.
Et alors que la voiture de police l'emmenait en prison, la seule chose qu'il voulait était que Noah ait d'une manière ou d'une autre une chance, même s'il n'était plus capable de réparer les choses. Noah se réveilla à l'hôpital, les yeux lourds de fatigue et de douleur, mais avec un sentiment de soulagement dans la poitrine, comme s'il était enfin en sécurité. La cicatrice sur sa jambe brûlait encore, mais la sensation de froid qu'il avait ressentie dans la rue ne le dérangeait plus. Il était en sécurité, ou du moins cela semblait être le cas. Cependant, quelque chose manquait, une pièce de sa réalité qu'il ne pouvait pas pleinement comprendre. Le nom de Jake était dans son esprit comme une ombre persistante qui refusait de disparaître. « Jake, où est-il » demanda-t-il d'une voix basse, essayant d'attirer l'attention de l'infirmière qui le surveillait de près. Elle hésita avant de répondre, peut-être à la recherche des bons mots. « Il est en prison, Noah » répondit l'infirmière prudemment, sans poser plus de questions. Elle savait ce que cela signifiait pour le garçon, mais elle ne pouvait rien faire d'autre que de maintenir une distance professionnelle. Le garçon, les yeux grands ouverts, semblait traiter l'information lentement. « Prison » répéta-t-il, le mot sortant de sa bouche avec un ton mêlant confusion et peur. Il ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais il ressentait une douleur dans sa poitrine, un sentiment d'abandon, comme si tout ce en quoi il croyait s'était effondré. « Oui, Noah, l'homme qui était avec toi a été arrêté pour avoir tenté de braquer un magasin. Il ne devrait pas être ici, » continua l'infirmière, essayant d'adoucir la vérité, mais elle savait qu'il était impossible de cacher la dureté de la réalité. Noah, toujours allongé sur le lit, regardait le plafond, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Il pensait à Jake, l'homme qui avait pris soin de lui, qui l'avait sauvé de tant de situations, mais maintenant il était en prison pour Noah. Cela n'avait aucun sens, ce n'était pas juste. Quelques jours passèrent jusqu'à ce que Noah se sente assez fort pour essayer de comprendre davantage la situation. Il était déterminé à savoir ce qui était arrivé à Jake, peu importe ce que les autres disaient. Le garçon, avec son expression déterminée, sortit du lit et demanda la permission de quitter l'hôpital. Les infirmières, connaissant son état, hésitèrent mais finirent par lui permettre de partir, bien que sous la promesse qu'il ne s'éloignerait pas. Noah, avec ses vêtements simples et sa démarche frêle, quitta l'hôpital et marcha dans les rues en direction du poste de police. À son arrivée, son anxiété grandissait à chaque pas. Il voulait trouver Jake, il voulait voir de ses propres yeux l'homme qui, malgré toutes ses erreurs, représentait encore une forme de soin et d'humanité dans sa vie. Lorsqu'il entra au poste de police, il fut accueilli par des regards curieux et interrogateurs. Il s'approcha du comptoir et demanda où se trouvait Jake, sa voix tremblante. « J'ai besoin de le voir, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler », dit-il avec une expression mêlant désespoir et espoir. L'agent le regarda avec une certaine surprise. « Vous voulez voir un prisonnier » demanda-t-elle, ne cachant pas son incrédulité. « Vous savez ce qu'il a fait ? Il est très dangereux, vous ne pouvez pas simplement lui parler, il n'est pas comme les autres, » insista Noah, essayant de retenir les larmes qui menaçaient d'apparaître. « Il m'a aidé, il ne voulait pas me faire de mal, il essayait juste de survivre, tout comme moi. » L'agent, apparemment touché par la sincérité du garçon, commença à hésiter mais fut bientôt interrompu par l'arrivée d'un policier. « Que se passe-t-il ici » demanda l'officier en regardant Noah avec un mélange de curiosité et de froideur. L'agent expliqua rapidement la demande du garçon et, en entendant cela, l'officier secoua la tête comme s'il ne pouvait pas croire la situation. « C'est dangereux, gamin, ce n'est pas n'importe qui, vous ne pouvez pas le voir » déclara fermement l'officier, ne laissant aucune place à la discussion. Noah resta là, sans voix, la douleur dans sa poitrine s'intensifiant, mais il ne voulait pas abandonner. Il regarda l'officier, puis l'agent, essayant de comprendre ce qui se passait. « S'il vous plaît, je veux juste savoir s'il va bien, il ne m'a rien fait de mal, » dit-il, sa voix basse, presque suppliant. En réponse, l'officier secoua simplement la tête, signifiant qu'il n'y avait rien de plus à faire. « Retourne à l'hôpital, gamin, » dit l'officier d'une autorité qui sonnait presque comme une fin définitive. Puis il se tourna vers d'autres affaires nécessitant son attention. « Ce n'est pas ton combat, Noah » resta l'officier. Noah resta là, au milieu de la pièce, les yeux fixés sur le sol froid, sentant le poids des paroles de l'officier s'abattre sur lui comme une sentence inéluctable. La douleur dans sa poitrine semblait pulser de plus en plus fort à chaque seconde, comme si une force invisible serrait son cœur. Il savait clairement qu'il ne pouvait rien faire d'autre à ce moment-là. L'idée que Jake, l'homme qui, malgré ses erreurs, avait montré une certaine forme de soin et d'humanité envers lui, était emprisonné et isolé sans personne à ses côtés était insupportable. Le sentiment d'impuissance était écrasant. Comment pouvait-il laisser cela arriver ?
Comment pouvait-il être si petit face à quelque chose d'aussi grand, d'aussi cruel? Une profonde tristesse s'empara de lui, une tristesse qui n'était pas seulement à propos de Jake, mais de tout ce qu'il avait vécu, de tout ce qu'il avait déjà perdu. Il voulait croire de tout son être qu'il y avait encore quelque chose de bon en Jake, quelque chose qui méritait d'être sauvé, quelque chose qui pouvait être réhabilité. Mais la vision de l'officier, la certitude qu'il ne pouvait rien faire, qu'il n'y avait pas de place pour lui à ce moment-là, corrodait son esprit. Il regarda encore une fois le comptoir, l'agent qu'il avait observé avec un mélange de pitié et d'indifférence, et se sentit encore plus seul. Une fois de plus, il était négligé, ignoré. Encore une fois, il n'était qu'un enfant sans voix, sans pouvoir, sans personne pour se battre pour lui. Avec un dernier soupir lourd, Noah se retourna et quitta le poste de police, ses pas lents et incertains, comme si le sol sous ses pieds était devenu plus instable, plus menaçant. Il sentait le poids de la réalité l'écraser, comme si le monde autour de lui devenait plus sombre, plus lourd. Chaque pas le éloignait davantage de l'espoir qui, pendant un moment, lui avait donné de la force. Il savait qu'il ne lui restait plus rien, que rien de plus ne pouvait être fait. Jake était perdu et peut-être l'était-il aussi. Le monde semblait être devenu un lieu dénué de sens, un voyage sans fin de souffrance et de frustration. Mais malgré tout, il continuait à marcher. Il ne savait pas où il allait, mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose dans son âme qui le poussait à avancer. Il pensa à Jake une fois de plus. Il voulait croire que quelque part, cet homme marqué par tant de erreurs et d'échecs avait encore un reste de bonté. Peut-être, juste peut-être, que Jake avait aussi quelque chose à offrir au monde, quelque chose qui en valait la peine. Mais que pouvait-il faire d'autre? Que pouvait-il donner d'autre quand il n'avait plus rien à offrir? Chaque pas qu'il faisait semblait être un pas de plus loin de la réponse, de la vérité qu'il cherchait tant. Le poids de la solitude devenait de plus en plus insupportable. Il ne savait pas si le monde était prêt à voir quelqu'un comme Jake, mais il sentait que peut-être lui-même n'était pas prêt à affronter cette réalité cruelle. À chaque pas, le doute grandissait en lui, remettant en question tout ce qu'il avait vécu. Jusqu'à ce moment, il n'avait pas de réponse et il savait que peut-être il n'en aurait jamais. Mais quelque chose en Noah, un fil d'espoir qui résistait encore, lui disait que peut-être ce qui importait n'était pas de trouver les réponses immédiatement, mais peut-être qu'il était plus important de continuer à marcher, de continuer à se battre, même si cela signifiait affronter un avenir incertain et douloureux. Peut-être, qui sait, que l'acte simple de continuer à avancer était le seul chemin possible, la seule façon de trouver un sens au milieu de tout cela. Et ainsi, il continua à marcher, sans savoir ce que l'avenir lui réservait, mais avec la certitude qu'ailleurs, il y avait encore une chance qu'il ne pouvait abandonner. Les jours s'écoulaient lentement pour Noah alors qu'il s'adaptait à la dure réalité des rues. Les nuits étaient froides et les matins apportaient presque toujours la même douleur, la douleur de se réveiller sans savoir quoi faire, sans savoir où aller. Il dormait sous des auvents et sous des ponts, parmi d'autres mendiants, hommes et femmes qui avaient également été rejetés par la société autour de lui. Les cris et les bagarres étaient constants, comme si la misère était quelque chose de contagieux, prenant le dessus sur tout le monde, un cycle sans fin d'humiliation et de désespoir. Mais malgré tout, il était là, toujours debout, respirant, même si chaque jour devenait plus difficile à supporter. Jake, à son tour, était dans une situation pas si différente, bien que dans un scénario de sa propre création. Il n'avait plus l'abri de son domicile ni le confort de sa routine de braquage. Maintenant, il se retrouvait également expulsé, sans amis, sans soutien, sans compassion. La rue le traitait avec la même indifférence qu'il avait traité tant de gens. Ses jours étaient une répétition de souffrance, avec les autres mendiants le regardant avec dédain. Jake était humilié par ceux qui le connaissaient comme le criminel, le voleur qui avait été arrêté et qui, après avoir quitté la prison, n'avait plus rien, plus personne. Le visage de Jake, autrefois marqué par l'autorité qu'il essayait de montrer, était maintenant plein de marques de fatigue, d'une vie dans laquelle il ne contrôlait plus rien. La fierté qui l'avait guidé pendant tant d'années était maintenant brisée et il ne savait plus qui il était, ce qu'il était devenu. Il arpentait les rues la tête baissée, essayant d'éviter le regard de ceux qui passaient, mais rencontrant toujours des rires et des mots cruels. « Regarde le voleur perdu, comment va la vie maintenant ?» criaient les autres mendiants avec une cruauté qu'il pouvait à peine supporter. Il n'y avait plus rien à protéger et il devenait invisible pour tout le monde, sauf pour ceux qui l'utilisaient pour soulager leur propre frustration. Noah, sur un coin de rue, observait l'homme qu'il avait essayé de sauver, qui maintenant semblait aussi fragile que lui-même. Les yeux de Noah étaient vides, comme s'il ne pouvait plus trouver le but de sa propre existence. Il s'éloignait pour éviter d'être vu, tout en nourrissant un sentiment de culpabilité,
un poids sur sa poitrine qu'il ne savait pas comment enlever. Le souvenir de Jake était toujours vivant dans son esprit, mais l'homme qu'il avait connu auparavant, avec ses erreurs et ses défauts, n'était plus le même. C'était comme si la rue avait consumé toute la bonté en lui. Noah souhaitait avoir été plus fort, souhaitait pouvoir faire quelque chose pour aider, mais à ce moment-là, lui aussi était victime du même système cruel qui écrasait Jake. L'humiliation qu'il vivait maintenant était une réalité inéluctable. Alors que Jake traînait à travers les rues, essayant de mendier de la monnaie ou de voler ce qu'il pouvait, il se voyait de plus en plus détaché de son humanité. Le regard de l'autre mendiant le fit tomber à terre et il savait qu'il ne méritait rien de mieux. Il refusait de demander de l'aide, ne voulant plus s'humilier, mais dans sa fierté brisée, il ressentait une solitude insupportable. Il n'avait plus de famille ni d'amis, sa vie était une suite d'erreurs et d'échecs et il était piégé dans ce cycle d'autodestruction. Pour Noah, chaque jour dans la rue était un poids supplémentaire sur ses épaules. Il voyait les autres mendiants profiter les uns des autres, la lutte pour la nourriture et ce qui restait de dignité humaine. Chaque personne la semblait aussi perdue que lui, et pourtant, c'était comme si tout le monde essayait d'oublier ce qu'il avait déjà perdu. Noah, même jeune, savait que la rue l'avait changé à jamais. Il était plus sale, plus mince et plus amer, mais toujours, la flamme de la survie s'allumait en lui chaque fois qu'il semblait qu'il allait succomber. Jake, voyant Noah là avec des yeux si distants, se sentait impuissant. Il voulait dire quelque chose, offrir un mot de réconfort, mais ne savait pas comment. La honte l'empêchait de s'approcher et il savait qu'en quelque sorte, il était aussi responsable de la douleur de Noah que le système lui-même qui les avait jetés dans la rue. Que pouvait-il faire d'autre? Il n'avait rien à donner, rien à offrir. Il était le reflet des choix qu'il avait faits, un homme brisé, un homme qui était maintenant juste un autre mendiant dans la ville. Le monde semblait immense et indifférent. En regardant Noah, Jake se demandait s'il trouverait un jour un chemin vers l'espoir. Mais pour l'instant, ils étaient piégés, chacun dans sa propre prison, essayant de survivre dans le seul endroit où il semblait encore avoir une quelconque valeur, la rue. Noah s'assit tranquillement dans les décombres de la rue, regardant les gens passer sans même le regarder. La solitude et la fatigue avaient pris possession de son âme, il avait perdu l'espoir de trouver une quelconque rédemption pour lui-même ou pour ceux qui l'entouraient. Mais puis, une silhouette familière apparut à l'horizon, approchant avec des pas fermes et déterminés. Au début, Noah ne voulait pas croire ce qu'il voyait, mais à mesure que l'homme s'approchait, il était sûr que c'était Matthew, son père. Noah le regarda avec des yeux larmoyants, son cœur battant plus vite, mêlé de surprise et de colère. L'homme qui l'avait tant maltraité était maintenant là, comme si de rien n'était. « Non, viens avec moi », dit Matthew d'une voix qui ressemblait plus à un ordre qu'à une demande. « Tu ne vas pas rester ici seul au milieu de la rue, je vais m'occuper de toi maintenant. » Ces mots étaient si simples mais si difficiles à croire. Comment pouvait-il faire confiance à cet homme après tout ce qu'il avait fait? Pourtant, il y avait quelque chose dans sa voix, une vague promesse de soulagement. Peut-être Noah le regarda-t-il, ses yeux pleins de doute, et pendant un instant, pensa à Jake. Il ressentit un immense désir pour l'homme qui, malgré ses défauts, avait montré une sorte de compassion. Mais en regardant Matthew, le désespoir le prit. Que ferait-il dans la rue? Il n'avait plus personne vers qui se tourner. « Allez, Noah, insista Matthew, maintenant plus impatient. Je n'ai pas de temps à perdre, je t'offre une chance, ne la laisse pas filer. » Noah hésita un instant, mais quelque chose en lui, peut-être le besoin de ne plus être seul, le fit se lever et suivre son père. Il ressentit un mélange d'émotions, comme si une partie de son cœur était tirée en arrière vers Jake, mais une autre partie, plus faible et plus nécessiteuse, le poussait en avant. Il partit sans mots, sans explication, sans comprendre pleinement pourquoi il faisait cela. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Noah réalisa que l'atmosphère était différente. Matthew avait préparé la maison pour son arrivée, mais d'une manière qui semblait plus être une tentative désespérée de paraître normale qu'un véritable geste de soin. La maison était propre, mais il y avait un froid dans l'air, quelque chose qui n'avait pas été là auparavant, un sentiment que rien n'avait vraiment changé. Noah s'installa dans un coin du canapé, ne sachant pas quoi faire. Il voulait croire qu'il était chez lui, que les choses allaient s'améliorer, mais la peur d'être trahi à nouveau le consumait. Matthew, sentant son hésitation, s'approcha de lui, avec un faux sourire, dit « Je ne t'ai ramené que parce que j'ai besoin de toi, Noah. Ne te fais pas d'illusions, je ne gagnerai de l'argent que si j'ai un fils avec moi et tu sais que ce n'est pas par amour, ce n'est pas par compassion, c'est parce que tu m'es utile. Maintenant, tais-toi et comporte-toi bien, car sans toi, je ne peux rien faire. » Les mots de Matthew tombèrent comme des pierres sur le cœur de Noah.
La dernière étincelle d'espoir qui brûlait encore dans sa poitrine s'éteignit. Noah ne savait pas quoi faire. Cet homme qui lui avait toujours causé tant de souffrance l'utilisait maintenant comme un moyen d'atteindre ses propres intérêts, et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur dans sa poitrine, un sentiment d'abandon qui l'accompagnait depuis l'enfance. Il avait été rejeté, humilié et abandonné par Matthew à de nombreuses occasions, mais une partie de son esprit voulait croire que maintenant, les choses seraient différentes. Il voulait trouver une raison de faire confiance à son père, mais la vérité nue et crue le frappa durement. « Je ne suis plus ton jouet, Noah », continua Matthew, voyant l'expression de douleur sur le visage de son fils. « Tu n'es qu'un outil pour moi afin d'obtenir ce dont j'ai besoin, ne me fais pas perdre mon temps, comprends-le. » Noah, les larmes aux yeux, hocha simplement la tête, ne sachant pas quoi dire. Il voulait crier, il voulait tout briser, mais le silence était la seule réponse que son corps semblait trouver. Il ne savait plus ce qui était réel ou ce qui lui arrivait. Au fil des jours, la vie de Noah chez Matthew ne s'améliora pas. Au contraire, il se retrouvait de plus en plus piégé dans cette réalité cruelle. Matthew, maintenant plus distant que jamais, l'utilisait comme un pion dans ses plans, et Noah, sans alternative, se trouvait forcé de suivre les ordres de son père, même si cela signifiait se soumettre à une humiliation supplémentaire. Il savait que rien de ce qui se passait là-bas ne serait pour son bien. Son père ne l'avait jamais vraiment aimé, ne s'était jamais soucié de lui. Ce n'était qu'une question de besoin. Le désir pour Jake, bien que douloureux, restait vivant dans le cœur de Noah. Il savait que Jake, malgré ses défauts, avait été la seule personne à lui offrir un minimum de gentillesse et maintenant, là-bas avec son père, il se sentait plus seul que jamais. Que deviendrait sa vie maintenant ? Comment pourrait-il avancer sachant que la seule raison pour laquelle Matthew le voulait à ses côtés était à cause de l'argent qu'il pouvait gagner ? Noah n'avait pas de réponse à ces questions et le vide qui se formait en lui semblait être quelque chose qui ne serait jamais comblé. Plus tard, Matthew l'emmena de force à la banque. Noah se sentait comme un objet entre de mauvaises mains. Il marchait dans la rue aux côtés de sa mère, entendant le son de ses pas précipités, essayant de ne pas être remarqué. Puis ils étaient en route pour la banque où quelque chose d'étrange allait se produire, mais Noah ne comprenait pas vraiment. Sa mère, avec un regard distant et impersonnel, parlait peu, comme si elle pensait à quelque chose de lointain, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. C'était comme si elle était impliquée dans une affaire qui ne le concernait pas. L'odeur de café frais et le bruit de la ville, alors qu'il traversait les rues, ne pouvaient pas faire disparaître le poids qu'il ressentait dans sa poitrine, comme si sa vie était sur le point de prendre un tournant qu'il ne voulait pas suivre. Lorsqu'ils arrivèrent à la banque, sa mère semblait nerveuse mais pas assez pour montrer une quelconque émotion. Elle se déplaça rapidement et Noah, ne comprenant pas ce qui se passait, suivit son rythme. Les gens étaient tous rassemblés, attendant quelque chose. Qu'est-ce que cette loterie parents-enfants ? Il essaya de comprendre, mais il ne pouvait pas. Il avait entendu parler d'un événement où les gens s'inscrivaient pour un nouveau départ, une nouvelle vie, comme si quelqu'un pouvait être tiré au sort pour avoir un destin différent, une nouvelle chance. Mais Noah ne voyait pas comment cela pourrait être bon pour lui. Ce qu'il savait, c'est qu'il n'avait plus aucun espoir, que son corps et son âme étaient trop fatigués pour croire en quelque chose qui pourrait changer sa chance. À l'intérieur de la banque, sa mère prit un numéro avec la même expression froide que toujours. Elle le tenait comme quelqu'un faisant quelque chose de obligatoire, quelque chose d'insignifiant. Le tirage commença et, à chaque nom appelé, le cœur de Noah semblait battre plus vite, plus fort, comme s'il était tiré vers quelque chose. Il ressentait un mélange de peur et de curiosité, comme si le destin jouait d'une manière ou d'une autre avec lui, avec sa vie. Lorsque ce fut son tour, son nom fut appelé, mais il n'y eut aucune réaction immédiate de sa mère. Elle se leva simplement et se dirigea vers le comptoir sans le regarder, comme s'il n'était qu'un participant dans un jeu qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle semblait devoir jouer. « Voilà », dit l'employé de la banque en remettant un petit paquet à sa mère. « Le tirage a été favorable. Toi et ton fils avez maintenant un nouvel avenir devant vous. » La femme remit le billet, mais le regard de Noah resta fixé sur sa mère. Quelque chose en lui réveilla ce sentiment d'être manipulé, d'être conduit vers un destin sans sa permission, clarifiant son esprit. Il se sentait comme si le monde allait s'effondrer sur lui. En regardant la femme qui devait être sa mère, il ne voyait pas quelqu'un qui pourrait lui offrir un meilleur avenir. La peur prit possession de son corps, mais ce n'était pas juste de la peur, c'était un cri silencieux venant de l'intérieur, quelque chose qu'il ne pouvait plus supporter. Noah, les mains moites et le cœur battant la chamade, prit une décision. Il regarda sa mère, vit le paquet être glissé dans son sac, sans réfléchir, courut.
Il s'enfuit par la porte de la banque, son corps presque en état de panique mais ses pieds fermement sur le chemin de la liberté. Il sentait la douleur dans ses jambes, la fatigue dans son esprit, mais quelque chose en lui le poussait en avant, comme si chaque pas était la seule chance d'échapper à quelque chose qu'il ne comprenait pas mais savait déjà qu'il ne voulait pas. La banque, la foule, la vie que sa mère essayait de lui offrir, rien de tout cela ne comptait plus. Il courait, fuyant quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Sa mère, réalisant ce qu'il faisait, cria « Noah, reviens ici maintenant ». Sa voix semblait lointaine, sans le même poids qu'avant, comme si elle criait dans un écho qui ne s'en souciait plus. Mais Noah ne s'arrêta pas. L'adrénaline, le sentiment de contrôle sur son propre destin, l'empêchèrent de regarder en arrière. Il courut comme s'il fuyait un monstre, comme si la ville elle-même était contre lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en réalité, il fuyait sa propre vie, un avenir déjà écrit sans qu'il ait son mot à dire. Il traversa des rues animées, des magasins et des gens sans prêter attention à ce qui se passait autour de lui. Tout ce qu'il voulait, c'était de la distance de sa mère, du tirage, de l'idée que sa vie pouvait être choisie par quelqu'un d'autre. Il ne voulait plus être un numéro sur une liste, un morceau de viande à échanger contre quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il voulait la liberté, la chance de vivre par lui-même, de prendre ses propres décisions, même si cela signifiait vivre sans but, sans rien. La ville, qui semblait autrefois un endroit si lointain et immense, semblait maintenant embrasser sa souffrance, comme si les rues connaissaient sa douleur. Il sentait la chaleur du soleil battre sur sa peau, mais il ne s'arrêtait pas, même si sa force diminuait. La seule chose qui comptait était de continuer à courir, de continuer à s'éloigner. Les paroles de sa mère résonnaient encore dans sa tête, mais il ne les entendait plus. Il ne voulait plus faire partie de quelque chose qui l'emprisonnait, peut-être, à ce moment-là, il s'était enfin pris en main. Noah courait sans s'arrêter, les yeux pleins de désespoir, l'esprit tourbillonnant de pensées. Le bruit des voitures traversant les rues était étouffé par l'adrénaline qui coulait dans son corps et sa respiration était irrégulière. Il ne savait pas où il allait, mais il avait une certitude inébranlable qu'il ne voulait pas retourner là où il était. Les rues semblaient de plus en plus étroites et la chaleur du soleil battait fort sans pitié. Ses pas ralentissaient, ses jambes semblaient ne plus pouvoir le soutenir, mais il ne pouvait pas s'arrêter, pas maintenant. Soudain, sans avertissement, le son d'un gros klaxon fendit l'air, avant qu'il ne puisse réagir, Noah sentit une pression sur ses épaules. Il fut tiré sur le côté, tombant brusquement au sol. Une voiture passa si près que le vent de sa vitesse faillit le renverser. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était passé, une voix familière capta son attention. « Ça va, gamin ?» demanda Jake, tenant encore fermement le garçon. Le visage de Noah était plein de confusion, ses yeux grands ouverts de peur et de surprise. Il regarda Jake sans comprendre, mais en même temps ressentant un étrange sentiment de soulagement. « Comment était-il là ?» Jake, respirant lourdement, regarda le garçon avec une expression sérieuse, mais il y avait quelque chose dans son regard, un mélange d'inquiétude et de quelque chose d'autre, quelque chose que Noah ne pouvait pas identifier. « J'ai payé la caution, Noah, je suis sorti. Je pensais à toi », les mots semblaient durs mais aussi chargés de tristesse qu'il ne pouvait cacher. « Je ne voulais pas que tu t'éloignes ainsi, mais cela semblait être la seule chose que tu pouvais faire. » Noah le regarda, toujours sous le choc, essayant de comprendre comment cet homme qui, jusqu'à récemment, semblait si distant et désespéré pouvait être la clé de quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. « Jake, cet homme qui a fait tant de mauvais choix, qui t'a conduit à des situations si difficiles, est maintenant là devant toi avec une expression de remords et de véritable inquiétude. »« Je ne sais pas quoi faire, » dit Jake en relâchant lentement le garçon, comme craignant qu'il ne s'enfuit à tout moment. « Mais toi, tu étais le seul à me faire réaliser que peut-être j'ai encore quelque chose à offrir. Peut-être que je peux encore réparer certaines choses, au moins pour toi. » Noah ressentit un mélange de sentiments en le regardant. Une partie de lui voulait encore fuir, pensant qu'il ne pourrait jamais faire confiance à Jake à nouveau, mais il y avait aussi une autre partie, plus profonde, qui aspirait à quelque chose qu'il n'avait jamais eu, quelqu'un qui se souciait vraiment de lui, même d'une manière étrange et tortueuse. Jake, voyant l'expression du garçon, soupira. « Je sais que je ne peux pas tout réparer. J'ai fait des choses horribles et je sais que tu es blessé, moi, mais je ne voulais pas te perdre. Si tu peux me donner une chance, je promets d'essayer d'être différent. Je ne sais pas si je peux, mais je veux essayer. » Les mots de Jake restèrent dans l'air entre eux, lourds comme s'ils portaient le poids de toute la douleur et du remords qu'il ressentait. Noah regarda l'homme, son esprit embrouillé, mais quelque chose en lui commença à comprendre. La vie de Jake avait été pleine d'erreurs, mais en même temps,
il avait aussi montré un côté de lui-même que Noah n'avait jamais imaginé exister. « Je ne sais pas, Jake, » murmura Noah, sa voix tremblante. « Je voulais juste être libre, mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Tu m'as sauvé, mais cela signifie-t-il que je peux te faire confiance ?» Jake baissa la tête, la culpabilité visible dans ses yeux. « Non, je n'attends pas de toi que tu me fasses confiance maintenant, mais je me battrai pour toi, Noah. Je ferai tout pour réparer ce que j'ai fait. Si tu le veux, je peux t'aider à trouver un meilleur endroit, un avenir différent, mais seulement toi peux décider quoi faire maintenant. » Noah resta silencieux, pensant à ce que Jake avait dit. Il sentit le poids de tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, la douleur, la souffrance et la recherche désespérée d'un endroit où il pourrait enfin se sentir en sécurité. Mais aussi difficile que cela fût, quelque chose en lui, une petite flamme persistante, voulait croire. Il voulait croire que peut-être, juste peut-être, Jake pourrait changer, que peut-être il n'était pas trop tard pour eux deux. « Je ne sais pas si je peux, Jake, » dit finalement Noah, ses mots prudents mais avec un léger fil d'espoir. « Mais peut-être que nous pouvons essayer. » Jake le regarda avec une expression de soulagement et de gratitude se dessinant sur son visage. « Je ferai tout ce qu'il faut, Noah. Essayons ensemble. » Et ainsi, à ce moment-là, avec les rues animées autour et le sentiment que quelque chose avait enfin changé, Noah sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il avait peut-être encore une chance. Pas une chance d'échapper à tout, mais une chance de recommencer, avec Jake à ses côtés, essayant de faire ce qui semblait impossible, réécrivant leurs propres histoires un pas à la fois. Le son de lourds pas approchant interrompit le bref moment d'espoir entre Noah et Jake. Le regard de Jake se durcit, ses yeux se plissèrent lorsqu'il remarqua la silhouette familière émergeant d'un coin de rue. Matthew était là, avec sa posture arrogante et son expression froide, accompagné de 2 policiers. Ils s'approchèrent rapidement, comme si la présence de Jake exigeait une explication immédiate. Le silence tomba sur la scène et Noah, le cœur battant la chamade, regarda l'un et l'autre sans comprendre pleinement ce qui se passait. « Cet homme est un criminel, il a kidnappé mon fils », cria Matthew, sa voix chargée de mépris. Il pointa Jake comme s'il l'avait surpris en train d'un acte désespéré et il n'y avait aucune trace de remords ou de préoccupation sur son visage. « Je veux qu'il soit arrêté tout de suite, il n'a pas le droit d'être avec mon fils. » L'accusation fut si rapide et agressive qu'elle fit reculer Noah un peu, le sentiment de confusion et de peur reprenant le dessus sur son corps. Encore une fois, Jake regarda Matthew avec un air de dégoût mais aussi de lassitude. Il leva les mains en signe de reddition, mais sans peur. « Ne te fais pas d'illusions, Matthew, » dit-il fermement. « J'étais un voleur, c'est vrai, mais je n'ai jamais maltraité quelqu'un que j'aurais dû aimer, je n'ai jamais fait ce que tu as fait à Noah. » Sa voix était grave, portant quelque chose qui semblait être un mélange de remords et de colère. Il savait que ces mots n'auraient pas d'impact immédiat, mais il ne pouvait s'empêcher d'exprimer la vérité. Il comprit finalement, mais les officiers étaient cependant distants, la méfiance estampée sur leur visage était évidente. « Tu es un voleur recherché, » dit l'un des officiers sur un ton dur et implacable. « Comment pouvons-nous te croire? Nous avons déjà un historique de tes actions et cela ne va pas changer juste parce que tu dis que tu n'as jamais maltraité le garçon. » Le regard de méfiance était clair, malgré les tentatives de Jake pour s'expliquer, l'ombre de son passé semblait peser plus que les mots qu'il essayait de jeter au vent. Noah, maintenant entre les 2 hommes, sentit une tension dans sa poitrine. Il voulait crier, voulait expliquer mais ne savait pas quoi dire. Il était tellement perdu, tellement confus. Pendant un instant, il se demanda si Jake était vraiment différent, s'il pouvait lui faire confiance, mais le poids de la réalité avec Matthew devant lui le fit douter de tout. Que faire? Il avait un père qu'il avait abandonné pendant des années et un homme au passé criminel qui semblait d'une manière ou d'une autre plus disposé à se battre pour lui. Tout était embrouillé dans l'esprit de Noah. « Je ne suis plus celui que j'étais », continua Jake, sa voix plus douce mais toujours ferme. Il fit un pas en avant comme s'il voulait que les officiers entendent ce qu'il avait à dire. « J'ai payé ma caution, j'essaie de changer, mais je ne ferai jamais rien pour blesser ce garçon. Comprenez-vous? Je l'ai sauvé aujourd'hui et je ne peux pas le laisser retourner vers vous. Ce que vous lui avez fait est irréparable. » Cependant, Matthew ne semblait pas disposé à écouter. Sa fierté, sa colère et son mépris pour Jake étaient évidents. « Je ne laisserai pas ce salaud prendre mon fils, il m'appartient », cria-t-il, les yeux lançant des flammes. Il regarda les officiers, s'attendant à une action immédiate. « Arrêtez cet homme maintenant, il n'a aucun droit d'être avec Noah. » Les officiers se regardèrent, hésitants. La tension était palpable et la seule certitude était que la situation n'avait pas de solution simple.
Il ne pouvait pas simplement croire Jake, même s'il y avait quelque chose de profond dans ses mots qui suggérait qu'il essayait de faire la bonne chose. Le passé de Jake était une marque qu'il ne pourrait jamais effacer. « Faisons-le » dit l'autre officier en regardant Jake avec méfiance. « Vous rentrez avec nous au poste, Jake. Nous devons vérifier tout ce qui se passe ici. Noah, retourne avec ton père. » Noah sentit la main de Matthew saisir son bras et le tirer violemment. « Allez, Noah, nous n'avons pas le temps pour ça, » dit Matthew, mais la froideur dans sa voix n'était plus dissimulée. Il ne se préoccupait plus du bien-être de son fils, mais uniquement du contrôle, du pouvoir. Il traitait à nouveau Noah comme un objet, comme quelque chose qu'il pouvait contrôler. Jake observa de loin le garçon être emmené, le regard de Noah rempli de confusion et d'angoisse lui brisant le cœur. Il ne pouvait rien faire, il était piégé dans le cycle du passé, tiré de nouveau dans un monde qu'il avait essayé de quitter. Le poids de ses choix, les cicatrices de ce qu'il avait fait l'emprisonnaient d'une manière dont il ne savait pas comment s'échapper. Et maintenant, avec les officiers le ramenant au poste, il se demandait s'il pouvait vraiment changer, s'il restait quelque chose qu'il pouvait faire pour Noah. « Je ne sais pas quoi faire, Noah. » Jake dit presque pour lui-même, mais au fond, il savait que le combat ne faisait que commencer. Jake, toujours dans un état de tension, regardait la scène se dérouler devant lui. Les officiers éloignaient Noah tandis que Matthew souriait, victorieux, dans sa posture froide. Le poids de l'accusation semblait écraser ses chances d'expliquer ce qui s'était passé, mais quelque chose en lui s'éveilla finalement, comme une dernière lueur d'espoir qui s'allumait. Il savait qu'il y avait encore une chance et cette fois, il n'allait pas rester silencieux. D'un mouvement rapide, Jake sortit son téléphone, avant que quiconque puisse réagir, appuya sur le bouton de lecture. Le son de l'audio emplit l'air et tout le monde présent tomba silencieux, attentif aux mots émanant de l'enregistrement. La voix de Matthew lui-même fut la première à résonner, claire et implacable. « Emmenez-le et ne revenez pas ici. Considérez cela comme une faveur de ma part, » dit Matthew d'un ton plein de mépris. « Je n'ai pas besoin d'un fils qui ne m'apporte que des problèmes. Il ne vaut rien. » Les officiers se regardèrent, un vent s'étant manifesté, ils avaient clairement entendu ce que Matthew avait dit. C'était une confession incontestable que Matthew était prêt à échanger son propre fils contre un bien matériel. Le son de l'enregistrement résonna dans le cœur de tous, mais c'était le regard de choc sur les visages des officiers qui montrait la gravité de la situation. Ils ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait devant eux. « Tu mens, Matthew » cria-t-il en essayant de se défendre, mais sa voix n'avait plus la même puissance qu'avant. Cela n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Mais les officiers étaient maintenant convaincus. L'un d'eux, le visage durci par l'incrédulité, se tourna vers l'autre. « Arrêtez-le maintenant, il est clairement impliqué dans ce crime, » dit-il d'une voix autoritaire, claire et décisive, sans hésitation. Matthew fut menotté, son visage désormais masqué par la colère et la frustration. Pendant ce temps, les officiers commencèrent à fouiller la maison de Jake, allant de pièce en pièce, certains qu'ils trouveraient plus de preuves de ce qui se passait. Jake ressentit un mélange de nervosité et de soulagement, mais il savait que rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé, seulement donner une chance aux choses de prendre un chemin plus juste. Et puis, au fond d'un tiroir, l'un des officiers trouva une pile de biens volés. Les preuves étaient là et les accusations contre Jake ne faisaient qu'augmenter. Pourtant, le fait que Matthew ait été arrêté était d'une importance bien plus grande pour Jake. Il ressentit une vague de soulagement en voyant l'homme qu'il avait tant blessé enfin confronté. Au fond de sa poitrine, il savait que c'était la première étape pour que les choses s'arrangent, non seulement pour lui, mais surtout pour Noah. La journée s'étira jusqu'au procès où les autorités se préparèrent à déterminer le sort de Jake. L'accusation était bien définie et la défense, basée sur son passé criminel, semblait un obstacle majeur. Cependant, Jake savait que ses actions à ce moment-là pouvaient peser plus lourd que n'importe quel crime qu'il avait commis auparavant. Lorsque le juge parla enfin, la salle tomba dans un silence absolu. « Jake Mendoza, vous avez un passé criminel qui ne peut être ignoré. Mais compte tenu de la gravité de la situation avec votre fils et en considérant les événements récents, votre peine sera en régime ouvert, » déclara le juge d'une voix grave résonnant dans la salle. « Vous devrez périodiquement vous présenter aux autorités et maintenir une conduite exemplaire. Votre objectif maintenant doit être de prendre soin de Noah. S'il y a un autre incident, votre peine sera révoquée et vous purgerez le reste de votre peine en totalité. » Jake sentit comme un immense poids se lever de ses épaules. Il savait qu'il avait encore beaucoup à faire, beaucoup à compenser, mais au moins maintenant, il aurait la chance de s'occuper de Noah, de montrer qu'il pouvait être quelqu'un de meilleur.
Lorsque le juge eut fini de parler, Jake se tourna vers Noah, qui était assis sur une chaise dans la salle d'audience, les yeux toujours remplis d'incertitude. « Non, je te promets que je serai meilleur. Je prendrai soin de toi, je ferai tout ce que je peux pour te donner une vie meilleure, » dit Jake avec émotion dans la voix. Noah, en entendant ces mots, réussit enfin à esquisser un petit sourire. La peur et la tristesse étaient toujours là, mais il y avait autre chose, un sentiment que peut-être les choses pouvaient commencer à s'améliorer. Lorsque la séance se termina et que Jake fut libéré, il se rendit directement auprès de Noah, qui le regardait toujours avec prudence. Mais cette fois, lorsque Jake lui tendit la main, Noah n'hésita pas. Il la prit et ensemble, ils quittèrent le palais de justice, les premiers pas sur un chemin tortueux mais qui, pour la première fois, semblait avoir une possibilité de rédemption. Et bien que l'avenir fût incertain, Jake savait qu'avec Noah à ses côtés, il avait une chance de reconstruire ce qui avait été détruit. Ils étaient libres, non pas du système de justice, mais de la prison de leurs propres erreurs, et pour Jake, cela signifiait qu'il y avait encore un chemin à suivre. Jake et Noah marchaient ensemble dans la rue, une rue qui maintenant semblait moins oppressante, bien que toujours marquée par des cicatrices. Le poids du passé était toujours là, planant au-dessus d'eux comme une ombre, mais quelque chose avait changé. La liberté que Jake ressentait en ayant Noah à ses côtés n'était pas seulement celle d'un homme libéré de prison, mais celle d'un homme qui avait enfin quelque chose pour lequel se battre, quelqu'un de plus précieux que toute possession matérielle. L'air était frais et le son de leurs pas résonnait dans le calme du matin, comme si l'univers lui-même avait ralenti pour permettre aux deux d'avancer ensemble, sans hâte. En marchant, Jake parlait peu, mais Noah sentait une différence dans son attitude. L'homme qui semblait autrefois désespérément perdu dans ses propres erreurs était maintenant plus calme, plus attentif. Jake n'avait pas toutes les réponses, mais il savait qu'à chaque pas qu'ils faisaient ensemble, ils faisaient la bonne chose. Et pour Noah, cela signifiait plus que n'importe quelle promesse vide. Il ressentait la présence de son père d'une nouvelle manière, plus solide, plus réelle. Il avait encore des doutes, portait les cicatrices de sa propre enfance, mais une petite étincelle d'espoir commençait à naître dans sa poitrine. Ils passèrent devant des marchés et des magasins, mais Jake ne s'arrêta pas pour acheter quoi que ce soit, plus maintenant. Ce qu'il voulait maintenant n'était pas une possession matérielle pour lui-même, mais quelque chose qu'il pouvait offrir à Noah. Il ressentait un besoin grandissant de montrer à son fils qu'il avait la capacité de prendre soin de lui, que le garçon n'était plus seul dans le monde. À chaque pas, chaque mot échangé, Jake sentait le poids de la responsabilité se transformer en quelque chose de plus léger, de plus gérable. Il ne fuyait plus lui-même, il était pour la première fois véritablement là pour Noah, prêt à tout pour lui. Lorsqu'ils arrivèrent au petit appartement de Jake, quelque chose changea dans l'atmosphère. Le foyer qui était autrefois froid et désolé semblait maintenant être un lieu où deux vies pouvaient renaître. Noah s'assit sur le canapé, toujours les yeux prudents, mais aussi avec une petite flamme de confiance dans le regard. Jake prépara quelque chose de simple pour le dîner, du riz et des haricots, mais il le fit avec une dévotion qui les surprit tous les deux. Pendant qu'il cuisait, il parla de ce qui s'était passé pendant son séjour en prison, mais d'une manière différente. Il ne justifiait plus ses erreurs, mais expliquait simplement qu'au fond de lui, il avait toujours su qu'il pouvait être meilleur. Noah écoutait attentivement, les yeux fixés sur son père. C'était la première fois depuis longtemps qu'il entendait quelqu'un parler de ses erreurs sans essayer de cacher ou de minimiser ses échecs. Jake n'essayait de rien cacher, même pas les choses dont il avait le plus honte, et d'une certaine manière, cela faisait Noah se sentir plus en sécurité. Il commença à réaliser que, peu importe la complexité du passé de Jake, celui-ci avait une sincérité qu'il voyait rarement chez les adultes. Il commença à voir son père différemment, non plus comme l'homme qui avait causé tant de souffrance, mais comme quelqu'un qui essayait enfin de changer. Après le dîner, Jake s'assit à côté de Noah sur le canapé et lui demanda s'il aimerait aller au parc le lendemain. C'était une invitation simple, mais pour eux deux, cela semblait être quelque chose de bien plus grand. Noah hésita un instant, ses peurs et ses insécurités ressurgissant, mais quelque chose en lui, quelque chose qu'il pouvait à peine reconnaître, commença à s'ouvrir. Il n'avait jamais été invité à aller dans un endroit comme celui-là, quelque chose d'aussi courant pour les autres enfants. Il était habitué à rester à la maison, caché, sans jamais oser rêver de moments de bonheur véritable. Mais en regardant Jake, il sentit que peut-être, juste peut-être, il pourrait avoir une chance de vivre quelque chose de différent. Le lendemain, Jake et Noah partirent tôt pour le parc. Le soleil était haut et le ciel avait une teinte bleu clair qui semblait promettre une journée sans nuages. Noah se sentait étrangement excité, ce qui était rare pour lui. Il ne s'était jamais imaginé dans un endroit comme celui-là, entouré d'enfants qui jouaient,
courait et souriait. Mais il y était, à côté de Jake, sentant le poids d'une vie difficile commencer à se dissiper, ne serait-ce que pour un moment. À leur arrivée au parc, Jake posa une balle au sol et dit « Jouons au football, mon fils. Qu'en penses-tu » Noah le regarda avec un mélange de surprise et d'hésitation, mais il sourit bientôt pour la première fois depuis longtemps. Il sentit qu'il n'avait pas besoin d'être fort tout le temps, qu'il pouvait simplement être un enfant. Ce jour-là au parc fut sans aucun doute une étape importante dans la vie de Jake et Noah. Le temps sembla s'arrêter et tout ce qui comptait était le son du rire de Noah, clair et sans retenue, comme si le monde autour d'eux s'était transformé en quelque chose de plus léger, plus accueillant. En le regardant courir après la balle, Jake ne pouvait s'empêcher de penser à quel point les choses avaient changé. Chaque pas que Noah faisait, chaque mouvement plus libre remplissait Jake d'une immense fierté. Il avait perdu tant de choses au fil des ans, mais à ce moment-là, il sentait que quelque chose de bien plus grand était en train de se reconstruire. Le garçon qui avait autrefois été une ombre de sa souffrance semblait maintenant s'épanouir devant lui. Pour Jake, ce n'était pas seulement une journée au parc, c'était une opportunité de redécouvrir la vie, d'enseigner à son fils la liberté qu'il apprenait encore à embrasser. Les deux passèrent des heures là-bas à courir et à jouer jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. L'énergie de Noah était inépuisable et Jake se sentit rajeuni, comme s'il était retourné dans le temps à une période de sa vie où le bonheur semblait plus simple, plus accessible. Lorsqu'ils s'assirent enfin sur l'herbe, épuisés mais avec le sourire de ceux qui ont vécu quelque chose de précieux, la nuit s'approcha doucement et le ciel était teinté de couleurs chaudes. Aucun des deux ne voulait que ce moment se termine. Ils étaient là ensemble, sans la pression d'un passé rempli d'erreurs, sans le rappel constant de tout ce qu'ils avaient affronté. Le bonheur résidait dans ce moment simple et authentique, et ils savaient tous les deux que c'était l'un de ces moments qui en valaient la peine, qui serait gravé dans leur mémoire à jamais. Avec le temps, Jake et Noah commencèrent à établir une routine qui, bien que simple, était le fondement d'une nouvelle vie. Jake obtint un emploi de portier dans un immeuble, quelque chose qui ne demandait pas grand-chose mais qui lui donnait la dignité dont il avait tant besoin. Le travail n'était pas facile et les heures étaient longues, mais Jake était déterminé à faire tout ce qui était nécessaire pour que Noah ait un avenir meilleur. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais à chaque effort, il créait une opportunité de se racheter, de prouver qu'il était digne de l'amour de son fils. Chaque fois qu'il rentrait à la maison, il s'assurait que Noah ne se sente pas seul. Ensemble, ils passaient les après-midi à faire les devoirs, à regarder des films qui les aidaient à se détendre, quand ils le pouvaient, à aller au parc pour profiter du reste de la journée. Noah, à son tour, commençait à s'adapter à sa nouvelle vie. L'insécurité qu'il portait depuis son enfance se dissipait lentement à mesure qu'il se sentait de plus en plus accepté et aimé. Il allait régulièrement à l'école, se faisait des amis. Pour la première fois de sa vie, il se sentait comme faisant partie de quelque chose de plus grand que sa douleur et sa solitude. Bien que les cicatrices du passé soient encore présentes dans son âme, il commença à réaliser qu'il y avait effectivement de la place pour autre chose. La vie lui offrait de nouvelles possibilités, bien que ce ne soit pas parfait, c'était bien plus proche de quelque chose de réel, quelque chose qu'il pouvait toucher, quelque chose qu'il pouvait vivre. Et en regardant Jake, il savait que d'une certaine manière, l'homme qui n'avait autrefois été qu'une figure distante et imparfaite devenait maintenant son refuge sûr. Jake, pour sa part, se voyait aussi changer. Il n'était plus l'homme qu'il était autrefois, celui qui se laissait guider par de mauvais choix et en payait le prix. Il avait encore beaucoup à apprendre, mais maintenant il savait qu'avec Noah à ses côtés, il n'était plus seul. La solitude qui le consumait autrefois n'existait plus. Ils étaient devenus une équipe, une paire d'âmes qui s'étaient trouvées dans les ombres de leur passé douloureux mais qui, avec le temps, avaient appris à guérir. Chaque jour qui passait était une chance de grandir, de faire mieux, même face aux difficultés qui surgissaient, Jake sentait qu'il avait trouvé une force qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. Il savait que la route serait longue, mais il était prêt à avancer avec Noah à ses côtés. Au fil des mois, la vie de Jake et Noah a pris forme d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avait imaginée. Ils n'étaient pas parfaits, loin de là, mais pour eux, la perfection n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était qu'ils avaient désormais quelque chose de réel et de profond entre eux, l'amour et la confiance qui se construisaient chaque jour à travers des actions et de petits choix. Ils avaient créé une nouvelle vie, une vie qui était loin d'être idéale, mais pour eux, c'était plus que suffisant. Ainsi, sans grands mots ni promesses vaines, ils commencèrent tous les deux à comprendre que, malgré les erreurs et les échecs, la véritable rédemption ne consistait pas à effacer le passé, mais à apprendre à vivre avec, en l'utilisant comme fondation pour devenir quelqu'un de meilleur chaque jour. Jake et Noah réalisèrent profondément qu'ils se permettaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant,
la chance de repartir à zéro. Le mot « recommencer » était devenu une partie importante de leur vie. Pour Noah, cela signifiait plus qu'un nouveau chapitre, c'était la possibilité de créer un avenir différent, de se libérer des fantômes du passé qui le hantaient depuis si longtemps. Pour Jake, c'était l'opportunité de racheter ses propres erreurs et de redécouvrir son rôle de père. Bien sûr, ce n'était pas facile et le chemin n'était pas sans obstacles, mais chaque jour, même dans les difficultés, ils ressentaient un renouveau silencieux. Ils reconstruisaient leur vie, un morceau à la fois, et surtout, ils le faisaient ensemble, côte à côte, comme une véritable équipe. Il y avait quelque chose de profondément transformateur à voir comment eux deux, qui semblaient autrefois perdus dans le monde, trouvaient de la force l'un dans l'autre. Les nuits, lorsqu'ils parlaient de l'avenir ou se soutenaient silencieusement après une journée difficile, devenaient essentielles, une fondation qui les soutenait à travers l'adversité. La vie n'était toujours pas facile, bien sûr. Il y avait les défis quotidiens, la lutte pour rester ferme dans les choix qu'ils faisaient et les moments où le désir et les souvenirs du passé menaçaient d'envahir leur cœur. Mais contrairement à avant, ils avaient maintenant quelque chose que beaucoup d'autres n'avaient pas. La certitude que, peu importe à quel point le monde semblait cruel et injuste, ils pouvaient tout affronter avec le soutien mutuel. Jake ne se sentait plus seul dans ses erreurs et ses doutes, et Noah, à son tour, savait qu'il avait quelqu'un à ses côtés en qui il pouvait avoir confiance. Ils n'étaient plus emprisonnés par les cicatrices du passé, ils écrivaient une nouvelle histoire ensemble, et pour tous les deux, c'était suffisant. Leur confiance mutuelle les renforçait et l'amour qu'ils commençaient à construire, peut-être de manière timide, était désormais solide et fiable. Chacun trouvait de la force dans l'autre, même dans les jours les plus difficiles, ils savaient qu'ils avaient une base solide sur laquelle reconstruire tout ce qu'ils voulaient. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas changer le passé, qui planait toujours au-dessus d'eux comme une ombre lointaine rappelant les erreurs qu'ils avaient faites. Mais en même temps, ils savaient qu'ils pouvaient, chaque nouveau jour, devenir les personnes qu'ils avaient toujours voulu être. Il n'y avait pas de précipitation, pas besoin de courir après un avenir parfait. Ce qui comptait, c'était le présent, le moment qu'ils vivaient ensemble. Avec le temps, Noah commença à réaliser que, bien que les erreurs de Jake et les siennes propres aient laissé des marques, ces marques ne définiraient pas leur avenir. Il commença à comprendre que la vie était faite de choix, de nouveaux départs, et il était prêt à profiter de l'opportunité qui lui était offerte. Quant à Jake, lorsqu'il regardait Noah, il sentait qu'il retrouvait enfin ce qu'il avait perdu auparavant. Il cherchait le bonheur dans les mauvais endroits, mais maintenant, en voyant son fils sourire, jouer et créer son propre espace dans le monde, il savait que cet amour était tout ce dont il avait besoin pour se sentir complet. Avec le temps, la relation entre Jake et Noah s'approfondit. C'était comme si une couche de glace avait fondu et que, en dessous, les sentiments les plus vrais et les plus purs émergeaient. Ils n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre, un regard, un geste suffisait. Ils se soutenaient mutuellement de manière qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. Ils avaient appris par la pratique ce que signifiait la confiance et l'amour inconditionnel. Chaque petit geste d'affection, chaque mot d'encouragement renforçait le lien entre eux. Ils n'avaient pas tout ce qu'ils voulaient et ils n'en avaient pas besoin. Ce qui comptait vraiment, c'était qu'ils avaient ce qui était le plus important, l'un l'autre. Le sentiment d'appartenance et de soutien qu'ils échangeaient était déjà plus précieux que toute réussite matérielle ou externe. Ils avaient appris à embrasser la vie avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses victoires, et le fait qu'ils étaient ensemble pour les affronter était pour eux le plus grand des prix. Avec le temps, Noah commença à sourire davantage. Il devint plus confiant, plus ouvert aux possibilités que la vie avait à offrir. Son insécurité, qui autrefois semblait immense et insurmontable, commença à se dissiper peu à peu. Il voyait maintenant le monde différemment, avec une foi renouvelée en lui-même et en les personnes qui l'entouraient. L'école n'était plus un champ de bataille constant, ses amis n'étaient plus un défi mais une source de joie et de connexion. Il découvrait la beauté des petites choses, comme passer un après-midi avec Jake ou avoir une conversation sans souci sur quelque chose de simple comme un dessin ou un film qu'ils avaient regardé ensemble. Il portait encore certaines ombres du passé, mais elles ne le contrôlaient plus. Il avait appris, avec le temps et avec l'amour de Jake, à voir la vie d'une manière nouvelle, plus légère et remplie de possibilités. Il grandissait non seulement en âge mais aussi en maturité émotionnelle, et c'était la chose la plus importante.